En ce moment précis, pendant que vous écoutez ces mots, votre corps traverse une vague invisible. Une ondulation dans le tissu même de l'espace-temps vient de vous traverser, vous étirant d'une fraction infinitésimale dans une direction, puis vous comprimant dans l'autre. Cette vague a voyagé pendant plus d'1 milliard d'années à travers le cosmos pour arriver jusqu'à vous. Elle porte en elle l'écho d'une collision si violente qu'elle a fait trembler l'univers entier. Et le 14 septembre 2015, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons entendu cette vibration. Nous avons littéralement entendu l'espace-temps sonner comme une cloche. Imaginez 2 trous noirs, chacun 30 fois plus massifs que notre Soleil, tournant l'un autour de l'autre à une vitesse vertigineuse. Ils sont si proches maintenant qu'ils complètent une orbite en quelques millisecondes. L'espace autour d'eux se déforme comme la surface d'un trampoline sous le poids de 2 boulets de canon. À chaque rotation, ils envoient des vagues dans le tissu de l'univers, des ondulations qui emportent de l'énergie. Et cette perte d'énergie les rapproche inexorablement. Plus ils se rapprochent, plus ils tournent vite. Plus ils tournent vite, plus les ondes deviennent intenses. C'est une spirale de la mort cosmique qui dure depuis des millions d'années. Et maintenant, dans les dernières fractions de seconde, tout s'accélère de manière catastrophique. Le 15 septembre 2015, à 9h51 du matin, heure de la côte est américaine, 2 détecteurs séparés par 3000 km ont capté quelque chose d'extraordinaire. D'abord, LIGO Livingston en Louisiane, puis 7 millisecondes plus tard, LIGO Hanford dans l'État de Washington. Un signal si clair, si parfait, qu'il correspondait exactement aux prédictions théoriques vieilles d'1 siècle. Le docteur Gabriela González, porte-parole de la collaboration LIGO à l'Université d'État de Louisiane, se souvient de ce moment. Quand nous avons vu le signal pour la première fois, nous avons pensé que c'était trop beau pour être vrai. Mais c'était vrai. Après des mois de vérification minutieuse, après avoir éliminé toutes les autres explications possibles, la conclusion était inévitable. Nous venions de détecter des ondes gravitationnelles. Mais qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle exactement ? Pour comprendre, nous devons d'abord abandonner une idée profondément ancrée dans notre intuition. L'espace n'est pas un vide inerte, un simple conteneur dans lequel les objets existent. L'espace est quelque chose. C'est un tissu dynamique qui peut se courber, s'étirer, se comprimer et vibrer. Quand Albert Einstein a publié sa théorie de la relativité générale en 1915, il a révolutionné notre compréhension de la gravité. La gravité n'est pas une force mystérieuse agissant à distance, comme le pensait Isaac Newton. C'est la conséquence de la courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie. Imaginez l'espace-temps comme une membrane élastique tendue. Placez une boule de bowling au centre, elle crée une dépression. C'est exactement ce que fait le Soleil dans l'espace autour de lui. La Terre ne tourne pas autour du Soleil parce qu'une force invisible l'attire. Elle suit simplement la courbure de l'espace-temps créée par la masse du Soleil, comme une bille roulant dans un bol. Cette image, bien qu'imparfaite, capture l'essence de la relativité générale. Mais Einstein est allé plus loin. Si l'espace-temps peut se courber, il peut aussi onduler. Accélérez brusquement une masse et vous créerez des vagues dans le tissu cosmique, des ondulations qui se propagent à la vitesse de la lumière. Einstein lui-même doutait que ces ondes puissent un jour être détectées. Dans un article de 1936, il a même brièvement conclu qu'elles n'existaient pas, avant de corriger son erreur. Le problème est leur faiblesse inimaginable. Pour créer des ondes gravitationnelles détectables sur Terre, il faut des événements d'une violence cosmique extraordinaire. Des étoiles à neutrons entrant en collision, des trous noirs fusionnant, des supernovées asymétriques. Et même alors, quand ces ondes arrivent jusqu'à nous, après avoir traversé des milliards d'années-lumière, elles sont si faibles qu'elles déforment l'espace d'une fraction infinitésimale de la taille d'un proton. Construire un instrument capable de mesurer une telle déformation semblait impossible. Pourtant, en 1972, Rainer Weiss du Massachusetts Institute of Technology a proposé un design révolutionnaire. Un interféromètre laser géant en forme de L. 2 bras perpendiculaires de 4 km chacun
dans lesquels des faisceaux laser rebondissent entre des miroirs suspendus dans le vide. Quand une onde gravitationnelle passe, elle étire l'espace dans une direction et le comprime dans l'autre. Un bras devient légèrement plus long, l'autre légèrement plus court. Les faisceaux laser parcourent alors des distances légèrement différentes, créant un motif d'interférence détectable. Légèrement. Ce mot ne rend pas justice à l'échelle du défi. Nous parlons de détecter un changement de longueur 10 000 fois plus petit que le diamètre d'un proton. C'est comme mesurer la distance entre la Terre et l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, à 4 années-lumière, avec une précision de l'épaisseur d'un cheveu humain. Chaque camion passant sur une autoroute à des kilomètres de distance crée une vibration plus importante. Chaque vague s'écrasant sur une plage lointaine, chaque tremblement microsismique dans la croûte terrestre. Tous ces bruits doivent être filtrés, compensés, éliminés. La construction de LIGO a commencé en 1994. 2 détecteurs identiques, l'un en Louisiane, l'autre dans l'État de Washington, séparés par 3000 km. Cette séparation est cruciale. Une onde gravitationnelle cosmique atteindra les 2 détecteurs avec un léger décalage temporel, permettant de confirmer qu'il s'agit d'un signal réel et non d'une perturbation locale. Pendant des années, l'équipe a perfectionné la technologie. Des miroirs suspendus par des fils de silice fondu pour minimiser les vibrations. Des tubes à vide de 4 km de long, parmi les plus grands au monde. Des lasers stabilisés avec une précision extraordinaire. Des systèmes d'isolation sismique sophistiqués. Les premières observations ont commencé en 2002. Rien. Année après année, LIGO écoutait le cosmos en silence. Les détecteurs n'étaient pas encore assez sensibles. En 2010, LIGO a été mis hors service pour une mise à niveau majeure. Advanced LIGO, comme on l'appelait, serait 10 fois plus sensible, capable de sonder un volume d'univers 1000 fois plus grand. Si les ondes gravitationnelles existaient vraiment, Advanced LIGO devrait en détecter plusieurs par an, peut-être même plusieurs par mois. Mais personne ne savait avec certitude. Peut-être qu'Einstein avait raison d'être sceptique. Peut-être que l'univers était plus calme que nous le pensions. Le 14 septembre 2015, Advanced LIGO venait tout juste de commencer ses observations officielles. Les détecteurs fonctionnaient depuis seulement 2 jours. Marco Drago, un physicien postdoctoral de l'université de Hanovre en Allemagne, travaillait à son ordinateur quand il a remarqué quelque chose d'étrange dans les données. Un signal. Fort. Clair. Trop parfait. Son premier réflexe a été de penser à un test injecté par l'équipe pour vérifier que les systèmes d'analyse fonctionnaient correctement. Ces tests d'aveugle étaient courants, conçus pour maintenir les scientifiques vigilants. Mais après vérification, ce n'était pas un test, c'était réel. Le signal durait 1/5 de seconde. Dans ce bref instant, il racontait une histoire extraordinaire. 2 trous noirs, l'un de 36 masses solaires, l'autre de 29 masses solaires, tournant l'un autour de l'autre dans leur danse finale. Les premières oscillations du signal correspondaient aux dernières orbites avant la collision. La fréquence augmentait, montant en crescendo, alors que les trous noirs accéléraient. Puis, le pic, la fusion elle-même, quand les 2 horizons des événements se sont touchés et ont fusionné en un seul. Enfin, la décroissance rapide, le nouveau trou noir se stabilisant, vibrant comme une cloche frappée, avant de retrouver sa forme sphérique parfaite. 3 masses solaires avaient disparu dans cette collision. 3 fois la masse entière de notre Soleil, convertie en pure énergie sous forme d'ondes gravitationnelles en une fraction de seconde. Pour mettre cela en perspective, pendant ce bref instant, la fusion a émis 50 fois plus de puissance que toutes les étoiles de l'univers observable combinées. 50 fois. Toute cette énergie transformée en ondulation dans l'espace-temps, se propageant dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Et 1,3 milliard d'années plus tard, une infime fraction de ces ondes a atteint la Terre, faisant vibrer nos détecteurs. Mais voici ce qui est vraiment extraordinaire. Nous n'avons pas seulement détecté ces ondes, nous les avons entendues. Les scientifiques de LIGO ont converti le signal en ondes sonores audibles. Le résultat est un son bref, montant en fréquence, se terminant par un tiré bas,
QUOTE-1-, caractéristique. C'est le son de l'espace-temps lui-même, vibrant. Le son de deux trous noirs fusionnant. Le son de la gravité. Pendant des millénaires, l'humanité a observé l'univers avec ses yeux, capturant la lumière des étoiles. Maintenant, pour la première fois, nous pouvions l'entendre. Une nouvelle fenêtre sur le cosmos venait de s'ouvrir. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Pendant toute l'histoire de l'astronomie, nous avons été limités à un seul sens, la vue. Nous observions les photons, les particules de lumière émises par les objets cosmiques. Mais la lumière a ses limites. Elle peut être absorbée, déviée, bloquée. Les premiers instants après le Big Bang sont invisibles pour nous, car l'univers était opaque à la lumière. Le cœur d'un trou noir est par définition invisible. Mais les ondes gravitationnelles traversent tout. Elles ne sont pas affectées par la matière. Elles portent des informations sur des événements et des régions de l'univers que nous ne pourrions jamais observer autrement. Imaginez être sourd de naissance et voir soudainement le monde s'animer avec le son. Les oiseaux ne font pas que bouger leur bec, ils chantent. L'océan ne fait pas que remuer, il rugit. C'est exactement ce qui arrive à l'astronomie. Nous découvrons que l'univers n'est pas silencieux. Il vibre, il résonne, il chante. Chaque collision cosmique, chaque étoile à neutrons tournant sur elle-même, chaque trou noir supermassif au centre des galaxies crée sa propre mélodie gravitationnelle. Et maintenant, nous pouvons l'écouter. Les mois suivant la détection ont été intenses. L'équipe de LIGO, composée de plus de 1000 scientifiques de 15 pays, a vérifié et revérifié chaque aspect du signal. Était-ce vraiment une onde gravitationnelle ? Pouvait-il y avoir une autre explication ? Ils ont analysé des milliers d'heures de données environnementales, ils ont vérifié les enregistrements sismiques, ils ont examiné chaque source possible de bruit, ils ont simulé des millions de collisions de trous noirs sur ordinateur pour voir si les prédictions théoriques correspondaient au signal observé. La correspondance était parfaite. Trop parfaite pour être une coïncidence. Le 11 février 2016, lors d'une conférence de presse à Washington, l'annonce officielle a été faite. David Reitz, directeur exécutif de LIGO au California Institute of Technology, a prononcé les mots historiques. La salle a explosé en applaudissements. Des scientifiques pleuraient. Certains avaient consacré toute leur carrière, des décennies de leur vie, à ce moment. Rainer Weiss, maintenant âgé de 83 ans, était présent. Kip Thorne, le théoricien qui avait prédit les signatures exactes des collisions de trous noirs, était là aussi. Il venait de confirmer une prédiction vieille d'1 siècle et d'ouvrir une nouvelle ère dans l'exploration de l'univers. Mais cette première détection n'était que le début. Dans les mois et les années qui ont suivi, LIGO a détecté des dizaines d'autres événements. Des collisions de trous noirs de toute taille. Et puis, le 17 août 2017, quelque chose de différent. Un signal plus long, durant environ 100 secondes, avec une fréquence différente. Cette fois, ce n'étaient pas des trous noirs. C'étaient deux étoiles à neutrons entrant en collision. Et contrairement aux trous noirs, qui sont invisibles, cette collision a produit un spectacle lumineux extraordinaire. Des télescopes du monde entier ont pointé vers la source et ont observé une kilonova, une explosion cosmique créant des éléments lourds comme l'or et le platine. Pour la première fois, nous avons observé le même événement cosmique avec deux sens différents, la vue et l'ouïe. L'astronomie multimessager était née. Les ondes gravitationnelles nous ont dit quand et où regarder. Les télescopes optiques nous ont montré les conséquences lumineuses. Les télescopes à rayons X et gamma ont capturé les émissions de haute énergie. Ensemble, ces observations ont révélé des détails sur la physique nucléaire, la formation des éléments lourds et la nature de la matière ultra-dense que nous n'aurions jamais pu obtenir autrement. C'était comme assembler un puzzle cosmique avec des pièces provenant de différentes sources. Revenons maintenant à cette idée troublante du début. Les ondes gravitationnelles vous traversent constamment. En ce moment même, pendant que vous écoutez, des dizaines, peut-être des centaines d'ondes gravitationnelles de sources cosmiques lointaines ondulent à travers votre corps. La plupart sont trop faibles pour être détectées, même par nos instruments les plus sensibles. Mais elles sont là.
Chacune porte l'histoire d'un événement violent survenu il y a des millions ou des milliards d'années. Une étoile s'effondrant, des trous noirs fusionnant, des galaxies entières entrant en collision. Toutes ces histoires, codées dans les vibrations de l'espace-temps, traversent silencieusement notre monde. Pensez à l'étrangeté de cette réalité. L'espace n'est pas un décor statique. C'est un océan dynamique de vagues qui se croisent, s'additionnent, interfèrent les unes avec les autres. Chaque masse en mouvement crée des ondulations. Vous-même, en bougeant votre bras, créez des ondes gravitationnelles infinitésimales. Bien sûr, elles sont si faibles qu'elles sont totalement indétectables et sans conséquence. Mais en principe, elles existent. Vous déformez l'espace-temps autour de vous simplement en existant. Vous êtes connecté au tissu même de l'univers d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Cette connexion devient encore plus profonde quand on réalise que les ondes gravitationnelles voyagent à la vitesse de la lumière, mais contrairement à la lumière, rien ne peut les arrêter. Elles traversent les planètes, les étoiles, les galaxies entières sans être affectées. Quand une onde gravitationnelle de la collision détectée en 2015 a atteint la Terre, elle a traversé notre planète de part en part. Elle a ondulé à travers les océans, les continents, le noyau de fer en fusion au centre de la Terre. Elle a traversé chaque être vivant, chaque atome, chaque particule. Et elle a continué son voyage vers l'autre côté de l'univers, portant toujours l'écho de cette collision survenue 1,3 milliard d'années auparavant. Maintenant, posons une question plus profonde. Que nous révèlent vraiment les ondes gravitationnelles sur la nature de la réalité ? Elles confirment quelque chose de fondamental. L'espace et le temps ne sont pas des concepts abstraits ou des coordonnées mathématiques commodes. Ils sont physiquement réels. Ils ont des propriétés mesurables. Ils peuvent vibrer, se déformer, transporter de l'énergie. L'espace-temps est aussi réel que l'air que vous respirez ou le sol sous vos pieds. Plus réel en fait, car contrairement à l'air ou au sol, l'espace-temps ne peut pas être enlevé. C'est le tissu fondamental de l'existence elle-même. Cette réalisation a des implications vertigineuses. Si l'espace-temps peut vibrer, peut-il se déchirer ? Peut-il avoir des défauts, des plis, des structures que nous n'avons pas encore découvertes ? Les théoriciens explorent ces possibilités. Certains suggèrent que l'univers primitif, dans les premiers instants après le Big Bang, a été secoué par des ondes gravitationnelles primordiales d'une intensité inimaginable. Détecter ces ondes anciennes nous permettrait de voir directement le moment de la création, un instant où l'univers entier était plus petit qu'un atome. D'autres théories proposent que des cordes cosmiques, des défauts dans le tissu de l'espace-temps laissés par des transitions de phase dans l'univers primitif, pourraient créer des signatures gravitationnelles distinctives. Et puis, il y a les trous noirs eux-mêmes. Ces objets extraordinaires sont des régions où l'espace-temps est courbé à l'infini. L'horizon des événements, la frontière d'un trou noir, n'est pas une surface physique. C'est une frontière dans l'espace-temps lui-même, un point de non-retour au-delà duquel même la lumière ne peut s'échapper. Quand deux trous noirs fusionnent, leurs horizons des événements se touchent et se combinent. Pendant une fraction de seconde, la géométrie de l'espace-temps dans cette région devient incroyablement complexe, déformée, dynamique. C'est la gravité à son expression la plus extrême, un régime où les lois de la physique sont poussées à leurs limites. Les ondes gravitationnelles émises pendant ces fusions nous donnent un aperçu direct de ce régime extrême. Elles nous permettent de tester la relativité générale dans des conditions impossibles à reproduire sur Terre. Et jusqu'à présent, la théorie d'Einstein passe tous les tests avec une précision remarquable. Chaque signal détecté correspond aux prédictions théoriques. Chaque oscillation, chaque fréquence, chaque décroissance suit exactement les équations écrites il y a plus d'un siècle. C'est un triomphe extraordinaire de la pensée humaine. Einstein, travaillant seul avec un stylo et du papier, a réussi à décrire le comportement de l'univers dans ses manifestations les plus violentes. Mais il y a des mystères qui demeurent. Les détecteurs actuels sont sensibles aux ondes gravitationnelles de fréquences spécifiques, correspondant à des objets de quelques masses solaires à quelques centaines de masses solaires. Mais qu'en est-il des trous noirs supermassifs au centre des galaxies,
des monstres de millions ou de milliards de masses solaires. Quand ces géants fusionnent, ils créent des ondes gravitationnelles de fréquence beaucoup plus basse, trop basses pour LIGO. Pour les détecter, nous avons besoin d'observatoires spatiaux comme LISA, le Laser Interferometer Space Antenna, prévu pour être lancé dans les années 2030. LISA sera composé de 3 satellites formant un triangle équilatéral de 2 500 000 km de côté en orbite autour du Soleil. À cette échelle gigantesque, LISA pourra détecter les ondes gravitationnelles de fréquence beaucoup plus basse, nous donnant accès à un tout nouveau spectre d'événements cosmiques. Nous pourrons observer les fusions de trous noirs supermassifs, tracer l'histoire de la formation des galaxies, peut-être même détecter le fond d'onde gravitationnel primordial du Big Bang lui-même. C'est comme passer d'un télescope optique, qui ne voit qu'une petite partie du spectre lumineux, à un observatoire qui peut voir des infrarouges aux ultraviolets. Mais avant d'atteindre les étoiles avec LISA, revenons sur Terre et explorons ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un détecteur LIGO quand une onde gravitationnelle passe. Parce que comprendre ce processus nous révèle quelque chose de profond sur la nature même de la mesure et de la réalité. Imaginez-vous debout à l'intersection des 2 bras de 4 km de LIGO. Vous êtes au centre d'un L géant. Dans chaque bras, un faisceau laser voyage dans un tube à vide parfait, rebondissant entre des miroirs suspendus avec une précision extraordinaire. Ces miroirs ne sont pas ordinaires. Chacun pèse 40 kg, est poli à une perfection de quelques atomes près, et est suspendu par des fils de silice fondu plus fins qu'un cheveu humain. Maintenant, une onde gravitationnelle arrive. Elle vient d'une collision survenue il y a des milliards d'années, ayant traversé l'univers entier pour atteindre ce moment précis. Que se passe-t-il ? L'onde étire l'espace dans une direction et le comprime dans l'autre. Un bras de LIGO devient plus long d'une fraction infinitésimale. L'autre devient plus court de la même quantité. Puis l'oscillation s'inverse. Le premier bras se comprime, le second s'étire. Cette alternance se produit des centaines de fois par seconde, suivant la fréquence de l'onde gravitationnelle. Les miroirs eux-mêmes ne bougent pas vraiment. C'est l'espace entre eux qui change de taille. Pensez à cette étrangeté. Les miroirs restent immobiles par rapport à l'espace local autour d'eux. Mais l'espace lui-même ondule. C'est comme si vous étiez sur un radeau flottant sur l'océan. Quand une vague passe, vous montez et descendez, mais vous ne bougez pas par rapport à l'eau immédiatement autour de vous. C'est l'eau elle-même qui se déplace. De la même manière, les miroirs de LIGO flottent dans l'espace-temps, et quand une onde gravitationnelle passe, c'est le tissu spatial lui-même qui ondule. Les faisceaux laser, voyageant à travers cet espace ondulant, parcourent des distances légèrement différentes dans chaque bras. Quand ils se recombinent, ils créent un motif d'interférence qui révèle le passage de l'onde. Mais voici le défi vertigineux. Le changement de longueur que nous essayons de mesurer est d'environ 1/10 du diamètre d'un proton. Pour mettre cela en perspective, si vous agrandissiez un atome à la taille de notre système solaire, ce changement serait plus petit que l'épaisseur d'un cheveu humain. Comment est-il possible de mesurer quelque chose d'aussi incroyablement petit ? La réponse réside dans une combinaison brillante de physique quantique, d'ingénierie de précision et de traitement statistique des données. Les lasers de LIGO sont parmi les plus stables jamais construits. Leur longueur d'onde est contrôlée avec une précision de 1 partie sur 10 puissance 22. C'est comme mesurer la distance entre New York et Los Angeles avec une précision de l'épaisseur d'un atome. Les miroirs sont suspendus par un système d'isolation sismique à 4 étages. Imaginez une série de pendules suspendus les uns aux autres, chacun filtrant les vibrations de fréquences différentes. Le résultat est que les miroirs flottent presque librement, isolés des tremblements de la Terre. Presque. Parce qu'il est impossible d'éliminer complètement toutes les vibrations. Les vagues de l'océan Atlantique, à des centaines de kilomètres du détecteur de Louisiane, créent des micro-séismes détectables. Les tempêtes lointaines, les activités humaines. Même les fluctuations quantiques du vide créent du bruit. Tout cela doit être modélisé, compris, soustrait. Et puis il y a un problème encore plus fondamental.
le principe d'incertitude de Heisenberg, nous dit qu'il y a une limite à la précision avec laquelle nous pouvons mesurer simultanément la position et la vitesse d'un objet. Plus nous mesurons précisément la position d'un miroir, plus son mouvement futur devient incertain. À l'échelle de précision de LIGO, nous entrons dans le domaine où la mécanique quantique commence à affecter des objets de 40 kg. C'est extraordinaire. Nous utilisons la physique quantique, normalement réservée aux atomes et aux particules subatomiques, pour comprendre le comportement de miroirs macroscopiques. La frontière entre le monde quantique et le monde classique devient floue. Les ingénieurs de LIGO ont développé des techniques appelées Quat3 pour contourner partiellement cette limitation. L'idée est de manipuler les fluctuations quantiques du vide de manière à réduire le bruit dans la plage de fréquence qui nous intéresse, au prix d'augmenter le bruit dans d'autres plages. C'est comme redistribuer l'incertitude quantique, la concentrant là où elle nous dérange le moins. Cette technique, qui semblait de la science-fiction il y a quelques décennies, est maintenant une partie standard du fonctionnement de Advanced LIGO. Nous manipulons littéralement le vide quantique pour écouter l'univers. Maintenant, élargissons notre perspective. LIGO n'est pas seul. Il fait partie d'un réseau mondial de détecteurs d'ondes gravitationnelles. En Europe, il y a Virgo, un détecteur de 3 km de bras situé près de Pise en Italie. Au Japon, Kagra, un détecteur souterrain construit dans une mine pour minimiser les vibrations sismiques. En Inde, un nouveau détecteur LIGO est en construction. Pourquoi avons-nous besoin de plusieurs détecteurs ? La réponse révèle quelque chose de fascinant sur la nature des ondes gravitationnelles et comment nous les utilisons pour cartographier l'univers. Quand une onde gravitationnelle traverse la Terre, elle atteint chaque détecteur à un moment légèrement différent. La différence de temps d'arrivée dépend de la direction d'où vient l'onde. Avec 2 détecteurs, nous pouvons localiser la source quelque part sur un anneau dans le ciel. Avec 3 détecteurs, nous pouvons réduire cela à quelques régions possibles. Avec 4 ou 5 détecteurs, nous pouvons pointer vers une zone spécifique du ciel avec une précision suffisante pour que les télescopes optiques puissent chercher une contrepartie lumineuse. C'est exactement ce qui s'est passé avec la collision d'étoiles à neutrons de 2017. Le réseau de détecteurs a triangulé la position et en quelques heures, des dizaines de télescopes observaient la kilonova résultante. Mais il y a une autre raison pour avoir plusieurs détecteurs. Confirmation. Un signal détecté par un seul instrument pourrait être un artefact, une anomalie locale, un bruit qui ressemble par hasard à une onde gravitationnelle. Mais quand 2 détecteurs séparés par des milliers de kilomètres voient le même signal, décalé exactement du temps qu'il faut à la lumière pour voyager entre eux, la probabilité que ce soit une coïncidence devient astronomiquement faible. Et quand 3 détecteurs ou plus confirment le signal, nous pouvons être certains. C'est la puissance de la redondance et de la vérification croisée dans la science moderne. Chaque détecteur a aussi ses propres caractéristiques uniques. LIGO Hanford et LIGO Livingston sont presque identiques, conçus pour être aussi similaires que possible. Mais Virgo a une conception légèrement différente, ce qui lui donne une sensibilité différente à certaines polarisations d'ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, comme les ondes lumineuses, peuvent être polarisées. Elles peuvent étirer et comprimer l'espace selon différents motifs. En comparant les signaux de détecteurs avec des sensibilités différentes, nous pouvons déterminer la polarisation de l'onde, ce qui nous donne des informations supplémentaires sur la source et teste des prédictions spécifiques de la relativité générale. Kagra, le détecteur japonais, est unique car il est construit sous terre. Les tunnels sont creusés dans une montagne, offrant une isolation naturelle contre les vibrations sismiques et les variations de température. De plus, Kagra utilise des miroirs refroidis à des températures cryogéniques, réduisant le bruit thermique. Chaque détecteur apporte ses propres innovations technologiques, et ensemble, ils forment un observatoire global capable de surveiller l'univers entier en continu. Quand un détecteur est en maintenance, les autres continuent d'observer. Quand une onde gravitationnelle arrive, nous avons plusieurs perspectives sur le même événement. Pensez à ce réseau comme à un instrument de musique cosmique. Chaque détecteur est comme un microphone placé à un endroit différent dans une salle de concert. Ensemble, ils capturent non seulement le son,
mais aussi sa direction, son timbre, ses harmoniques. Ils nous permettent de reconstruire la performance complète, de comprendre non seulement qu'un événement s'est produit, mais où, quand, comment et avec quelle intensité. Et la performance que nous écoutons est celle de l'univers lui-même, jouant une symphonie gravitationnelle qui a commencé avec le Big Bang et continue encore aujourd'hui. Maintenant, faisons un bond en avant vers les découvertes futures. Depuis cette première détection historique en 2015, le catalogue d'événements gravitationnels n'a cessé de croître. Au moment où j'enregistre ces mots, nous avons détecté plus de 90 collisions confirmées de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Chacune nous apprend quelque chose de nouveau. Nous avons découvert que les trous noirs de masse intermédiaire, entre 100 et 1000 masses solaires, existent réellement. Avant les ondes gravitationnelles, nous n'avions que des preuves indirectes et controversées de leur existence. Maintenant, nous les avons détectées directement, fusionnant avec d'autres trous noirs. Nous avons observé des systèmes binaires avec des rapports de masse étranges, un trou noir beaucoup plus massif que l'autre. Nous avons vu des trous noirs avec des spins élevés, tournant sur eux-mêmes à une fraction significative de la vitesse maximale permise par la physique. Nous avons détecté des collisions qui se sont produites quand l'univers avait seulement la moitié de son âge actuel, nous donnant un aperçu de l'histoire cosmique de la formation des trous noirs. Chaque nouvelle détection affine notre compréhension de la population de trous noirs dans l'univers, de leur formation, de leur évolution, de leur distribution. Et puis il y a les surprises. En 2019, LIGO et Virgo ont détecté un événement inhabituel. Un objet de 2,6 masses solaires fusionnant avec un trou noir de 23 masses solaires. 2,6 masses solaires. C'est trop massif pour être une étoile à neutrons typique, mais trop léger pour être un trou noir typique. Cet objet se situe dans ce qu'on appelle le gap de masse, une plage de masse où nous ne nous attendions pas à trouver d'objets compacts. Soit c'est l'étoile à neutrons la plus massive jamais découverte, soit c'est le trou noir le plus léger. Dans les deux cas, cela remet en question nos modèles de l'évolution stellaire et de l'effondrement des étoiles massives. Ces anomalies sont précieuses. Elles nous montrent que l'univers est plus riche, plus complexe, plus surprenant que nos théories ne le prédisent. Elles nous forcent à repenser nos hypothèses, à affiner nos modèles, à explorer de nouvelles possibilités. C'est ainsi que la science progresse, non pas en confirmant simplement ce que nous savons déjà, mais en découvrant ce que nous ne savions pas que nous ne savions pas. Les ondes gravitationnelles nous donnent accès à un domaine de l'univers qui était complètement invisible auparavant. Chaque nouvelle détection est comme ouvrir une porte sur une pièce que nous n'avions jamais visitée. Mais les détecteurs terrestres comme LIGO ont leurs limites. Ils sont sensibles aux ondes gravitationnelles de fréquence entre environ 10 Hz et quelques milliers de Hz. Cette plage correspond à des objets de quelques masses solaires à quelques centaines de masses solaires. Pour détecter des sources plus massives, nous devons aller dans l'espace. C'est là qu'intervient LISA, le Laser Interferometer Space Antenna. LISA sera le plus grand instrument scientifique jamais construit par l'humanité. 3 satellites formant un triangle équilatéral de 2 500 000 km de côté. Pour mettre cela en perspective, c'est plus de 6 fois la distance entre la Terre et la Lune, chaque côté du triangle. Les satellites suivront la Terre dans son orbite autour du Soleil, formant une constellation qui tourne lentement. Entre chaque paire de satellites, des faisceaux laser mesureront la distance avec une précision de quelques picomètres, des millionièmes de mètre. À cette échelle gigantesque, LISA sera sensible aux ondes gravitationnelles de fréquence beaucoup plus basse, entre 1/10 millième de Hertz et 1 Hertz. Ces fréquences correspondent aux fusions de trous noirs supermassifs, les monstres de millions ou de milliards de masses solaires qui résident au centre des galaxies. Imaginez 2 galaxies entrant en collision. C'est un processus qui prend des centaines de millions d'années. Les étoiles des 2 galaxies passent les unes à travers les autres, rarement en collision car l'espace entre les étoiles est immense. Mais au centre de chaque galaxie se trouve un trou noir supermassif. Ces 2 géants sont attirés l'un vers l'autre par la gravité. Ils commencent à orbiter, formant un système binaire. Au fil du temps, ils perdent de l'énergie par friction dynamique avec les étoiles environnantes
et par émission d'ondes gravitationnelles. Leur orbite se rétrécit, ils se rapprochent. Et finalement, après des millions d'années, ils fusionnent. Cette fusion finale est l'un des événements les plus énergétiques de l'univers. 2 trous noirs, chacun contenant la masse de millions ou de milliards de soleils, se heurtant à une fraction significative de la vitesse de la lumière. L'énergie libérée sous forme d'ondes gravitationnelles est stupéfiante. Pendant quelques minutes, la fusion émet plus de puissance que toutes les étoiles de l'univers observable combinées. Et cette fois, ce n'est pas une fraction de seconde comme pour les trous noirs stellaires détectés par LIGO. C'est un événement qui dure des heures, des jours, voire des semaines, selon la masse des trous noirs. LISA pourra suivre toute l'évolution, de l'approche finale à la fusion et à la stabilisation du trou noir résultant. Ces observations nous permettront de tracer l'histoire de la formation des galaxies et de l'évolution des trous noirs supermassifs à travers l'histoire cosmique. Nous pourrons détecter des fusions survenant quand l'univers avait seulement quelques centaines de millions d'années, peu après la formation des premières étoiles et galaxies. Nous pourrons tester la relativité générale dans le régime de champ fort avec une précision sans précédent. Nous pourrons peut-être même détecter des déviations subtiles par rapport aux prédictions d'Einstein, des indices d'une physique nouvelle au-delà de la relativité générale. Mais LISA ne détectera pas seulement les fusions de trous noirs supermassifs. Elle sera sensible à toute une gamme de sources exotiques. Des systèmes binaires d'étoiles à naines blanches dans notre propre galaxie, des milliers d'entre eux, créant un fond d'ondes gravitationnelles continu. Des captures extrêmes de rapports de masse, où une petite étoile ou un trou noir stellaire tombe en spirale dans un trou noir supermassif, traçant la géométrie de l'espace-temps autour du géant avec une précision extraordinaire. Et peut-être, juste peut-être, le fond d'onde gravitationnel primordial du Big Bang lui-même. Ce fond primordial serait le saint graal de l'astronomie gravitationnelle. Dans les premiers instants après le Big Bang, l'univers entier était un plasma chaud et dense de particules et de radiations. Les fluctuations quantiques dans ce plasma ont été amplifiées par l'inflation cosmique, une période d'expansion exponentielle qui a duré une fraction infinitésimale de seconde. Ces fluctuations ont créé des ondes gravitationnelles qui se sont propagées à travers l'univers naissant. Aujourd'hui, 13 800 millions d'années plus tard, ces ondes devraient encore exister, étirées par l'expansion de l'univers à des longueurs d'onde énormes. Détecter ce fond primordial nous donnerait une fenêtre directe sur l'univers tel qu'il était une fraction de seconde après sa naissance, bien avant la formation des premiers atomes, des premières étoiles, des premières galaxies. Ce serait comme écouter l'écho du Big Bang lui-même. Les informations codées dans ces ondes nous diraient comment l'univers a commencé, quelle était la physique à l'œuvre dans ses premiers instants, peut-être même des indices sur ce qui a causé le Big Bang en premier lieu. C'est une perspective vertigineuse. Nous pourrions littéralement entendre la naissance de l'univers. Mais même sans détecter le fond primordial, LISA révolutionnera notre compréhension du cosmos. Elle nous permettra de cartographier la distribution des trous noirs supermassifs à travers l'univers et à travers le temps cosmique. Elle nous dira comment les galaxies fusionnent et évoluent. Elle testera la relativité générale dans des régimes jamais explorés auparavant. Elle pourrait découvrir des phénomènes complètement inattendus, des sources d'ondes gravitationnelles que nous n'avons même pas imaginées. C'est toujours ainsi avec les nouveaux instruments. Ils répondent à certaines questions, mais ils en soulèvent beaucoup plus. Et LISA n'est que le début. Les scientifiques envisagent déjà des détecteurs encore plus ambitieux. Le Einstein Telescope, un détecteur terrestre de 3e génération avec des bras de 10 km construit sous terre en forme de triangle. Il serait 10 fois plus sensible que Advanced LIGO, capable de détecter des collisions de trous noirs jusqu'aux confins de l'univers observable. Cosmic Explorer, un détecteur américain avec des bras de 40 km, repoussant encore plus loin les limites de la sensibilité. Ces instruments de nouvelle génération détecteront des centaines de milliers d'événements par an, transformant l'astronomie gravitationnelle d'une science de découverte rare en une science de statistique de population. Imaginez un futur où nous avons une carte complète de tous les trous noirs de l'univers, de leur formation à leur évolution, de leur distribution à leurs propriétés.
où nous pouvons tracer l'histoire de la fusion des galaxies depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, où nous comprenons la physique de la matière ultra-dense dans les étoiles à neutrons, testée par des milliers d'observations de collision, où nous avons détecté des ondes gravitationnelles de sources exotiques que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. C'est le futur que l'astronomie gravitationnelle nous promet, et nous n'en sommes qu'au tout début. Mais revenons au présent et posons une question plus immédiate. Que signifie vraiment pour nous, en tant qu'êtres humains, d'avoir détecté des ondes gravitationnelles? Au-delà de la science, au-delà des découvertes techniques, qu'est-ce que cela nous dit sur notre place dans l'univers? Pendant des millénaires, nous avons regardé le ciel nocturne et vu des points de lumière. Nous avons inventé des histoires pour les expliquer, des mythes et des légendes. Puis nous avons construit des télescopes et découvert que ces points de lumière étaient des soleils lointains, des galaxies entières, un univers d'une vastitude inimaginable. Mais nous étions toujours limités à un seul sens, la vue. Maintenant, pour la première fois, nous avons un second sens. Nous pouvons entendre l'univers. Et ce que nous entendons est extraordinaire. L'univers n'est pas silencieux et statique. Il vibre, il résonne, il chante. Chaque événement violent, chaque collision cosmique, chaque étoile s'effondrant crée sa propre mélodie gravitationnelle. Et ces mélodies voyagent à travers l'espace et le temps, portant des histoires de lieux et d'époques que nous ne pourrions jamais visiter. En écoutant ces chants cosmiques, nous nous connectons à l'univers d'une manière profondément nouvelle. Il y a quelque chose d'humain dans l'acte d'écouter. Quand nous regardons, nous sommes séparés de ce que nous observons. Mais quand nous écoutons, nous sommes immergés. Le son nous entoure, nous traverse, nous connecte. Les ondes gravitationnelles font littéralement cela. Elles nous traversent, ondulant à travers notre corps, à travers la Terre, à travers tout. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs de l'univers. Nous en faisons partie. Nous sommes tissés dans le même tissu spatial qui vibre avec les échos de collisions survenues il y a des milliards d'années. Cette réalisation change notre perspective. Nous ne sommes pas séparés du cosmos. Nous sommes le cosmos prenant conscience de lui-même. Et cette prise de conscience continue de s'approfondir. Chaque nouvelle détection, chaque nouvelle découverte nous révèle un aspect de l'univers que nous ne connaissions pas. Les ondes gravitationnelles nous ont montré que les trous noirs de masse intermédiaire existent. Elles nous ont révélé la fréquence des fusions de trous noirs dans l'univers. Elles nous ont permis d'observer directement la création d'éléments lourds dans les collisions d'étoiles à neutrons. Elles ont confirmé que la vitesse des ondes gravitationnelles est exactement égale à la vitesse de la lumière, comme Einstein l'avait prédit. Chaque confirmation, chaque surprise, chaque anomalie enrichit notre compréhension. Mais peut-être que la leçon la plus profonde des ondes gravitationnelles est celle-ci. L'univers est plus étrange, plus merveilleux, plus riche que nous ne l'imaginions. L'espace-temps n'est pas un décor inerte. C'est un océan dynamique de vagues qui se croisent, portant des informations sur les événements les plus violents du cosmos. La gravité n'est pas une force mystérieuse. C'est la géométrie de l'espace-temps elle-même, courbée par la masse et l'énergie. Et cette géométrie peut vibrer, chanter, nous raconter des histoires de lieux et de temps au-delà de notre imagination. Nous vivons dans un univers qui résonne. Et maintenant, enfin, nous pouvons l'entendre. Maintenant, permettez-moi de vous emmener plus loin. Parce que les ondes gravitationnelles ne nous révèlent pas seulement l'existence de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Elles nous ouvrent une fenêtre sur les mystères les plus profonds de l'univers. Des questions qui hantent les cosmologistes depuis des décennies. Qu'est-ce que la matière noire? Qu'est-ce que l'énergie noire? Comment l'univers s'est-il vraiment formé? Et peut-être, la question la plus troublante de toutes, l'espace-temps lui-même a-t-il une structure que nous ne comprenons pas encore? Commençons par un mystère qui défie notre compréhension depuis près d'un siècle. La matière noire. Nous savons qu'elle existe parce que nous voyons ses effets gravitationnels. Les galaxies tournent trop vite pour être maintenues ensemble uniquement par la matière visible. Les amas de galaxies contiennent beaucoup plus de masse que ce que nous pouvons voir en lumière. La lumière des galaxies lointaines est déviée par des concentrations de masse invisibles. Toutes ces observations pointent vers la même conclusion.
85% de la matière dans l'univers est invisible, n'interagissant avec la matière ordinaire que par la gravité. Mais qu'est-ce que c'est ? Les théoriciens ont proposé des dizaines de candidats. Des particules massives interagissant faiblement, des actions, des neutrinos stériles, des trous noirs primordiaux formés dans les premiers instants après le Big Bang. Pendant des décennies, nous avons cherché ces particules dans des détecteurs souterrains, dans des accélérateurs de particules, dans l'espace. Rien. Aucune détection directe. La matière noire reste obstinément invisible, sauf par ses effets gravitationnels. Mais voici où les ondes gravitationnelles deviennent fascinantes. Si une fraction significative de la matière noire est constituée de trous noirs primordiaux, nous devrions détecter leur collision. Les trous noirs primordiaux seraient différents des trous noirs stellaires formés par l'effondrement d'étoiles massives. Ils se seraient formés dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, quand l'univers était incroyablement dense et chaud. Des fluctuations de densité auraient pu s'effondrer directement en trous noirs, sans passer par l'étape stellaire. Ces trous noirs pourraient avoir n'importe quelle masse, des fractions de grammes à des milliers de masses solaires. Et s'ils existent en grand nombre, ils fusionneraient régulièrement, créant des signaux d'ondes gravitationnelles détectables. Jusqu'à présent, les observations de LIGO et Virgo suggèrent que les trous noirs primordiaux ne peuvent pas constituer plus de quelques pourcents de la matière noire totale. Pourquoi ? Parce que nous détectons un certain nombre de fusions de trous noirs par an. Si la matière noire était principalement constituée de trous noirs primordiaux, nous devrions en détecter beaucoup plus. Les statistiques ne correspondent pas. Cela ne signifie pas que les trous noirs primordiaux n'existent pas du tout. Ils pourraient exister en petit nombre, contribuant à une fraction de la matière noire. Mais ils ne peuvent pas être la solution complète au mystère. Cette contrainte est elle-même une découverte majeure. Pendant des années, les trous noirs primordiaux étaient un candidat sérieux pour la matière noire. Maintenant, grâce aux ondes gravitationnelles, nous pouvons exclure certaines plages de masse et certains scénarios de formation. C'est ainsi que la science progresse. Parfois, les découvertes les plus importantes sont celles qui éliminent des possibilités, nous forçant à chercher ailleurs, à penser différemment. Les ondes gravitationnelles nous disent « La matière noire n'est probablement pas constituée de trous noirs de quelques dizaines de masses solaires. Cherchez ailleurs. » Mais il y a une autre possibilité intrigante. Et si les ondes gravitationnelles elles-mêmes pouvaient nous aider à cartographier la distribution de la matière noire dans l'univers ? Voici comment. Quand une onde gravitationnelle voyage à travers l'univers, elle passe à travers des régions contenant de la matière noire. Cette matière noire, bien qu'invisible, a une masse. Et la masse courbe l'espace-temps. Donc, l'onde gravitationnelle est légèrement déviée, lentement, par les concentrations de matière noire qu'elle traverse. C'est un effet appelé lentille gravitationnelle, le même phénomène qui dévie la lumière des galaxies lointaines. L'effet est incroyablement subtil, beaucoup plus subtil que la lentille gravitationnelle de la lumière. Mais avec suffisamment de détection d'ondes gravitationnelles, avec des détecteurs suffisamment sensibles, nous pourrions commencer à voir ces déviations. Nous pourrions cartographier la distribution de la matière noire entre nous et les sources d'ondes gravitationnelles. Ce serait une manière complètement nouvelle d'étudier la matière noire, indépendante de toutes les autres méthodes. Et cela pourrait nous révéler des structures dans la distribution de la matière noire que nous ne pouvons pas voir autrement. Imaginez cela. Des ondes gravitationnelles voyageant pendant des milliards d'années, traversant des filaments de matière noire, des halos galactiques, des vides cosmiques. Chaque passage laisse une empreinte subtile sur l'onde. En analysant des milliers de ces signaux, nous pourrions reconstruire une carte tridimensionnelle de la matière noire dans l'univers. Nous verrions comment elle est distribuée, comment elle s'agglomère, comment elle évolue avec le temps cosmique. Ce serait comme faire de la tomographie de l'univers, utilisant les ondes gravitationnelles comme des sondes pour révéler la structure invisible du cosmos. Maintenant, passons à un mystère encore plus profond, l'énergie noire. Si la matière noire est mystérieuse, l'énergie noire est carrément déconcertante. En 1998, 2 équipes d'astronomes ont fait une découverte stupéfiante. L'expansion de l'univers n'est pas en train de ralentir, comme tout le monde le pensait. Elle accélère.
quelque chose pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Cette chose, nous l'appelons énergie noire, et elle constitue environ 68% du contenu énergétique total de l'univers. Mais nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Est-ce une propriété intrinsèque de l'espace vide, une constante cosmologique comme Einstein l'avait proposé puis rejeté? Est-ce un champ dynamique qui évolue avec le temps? Est-ce un signe que notre compréhension de la gravité est incomplète à très grandes échelles? Nous ne savons pas. Mais voici où les ondes gravitationnelles deviennent cruciales. Elles nous offrent une manière complètement indépendante de mesurer l'expansion de l'univers et de tester nos théories de la gravité. Laissez-moi vous expliquer comment. Quand nous détectons une onde gravitationnelle d'une fusion de trous noirs, nous pouvons mesurer plusieurs choses. La forme du signal nous dit les masses des trous noirs et leur distance. Plus précisément, elle nous dit la distance lumineuse, une mesure de combien l'onde a été étirée par l'expansion de l'univers pendant son voyage. Mais pour utiliser cette information pour étudier l'énergie noire, nous avons besoin d'une autre pièce du puzzle. Nous devons savoir à quelle distance se trouve réellement la source, dans quelle galaxie elle réside. C'est là que l'astronomie multimessager devient essentielle. Quand nous détectons une fusion d'étoiles à neutrons, comme celle de 2017, nous pouvons voir la contrepartie lumineuse avec des télescopes optiques. Nous pouvons identifier la galaxie hôte. Nous pouvons mesurer son décalage vers le rouge, qui nous dit à quelle vitesse elle s'éloigne de nous à cause de l'expansion de l'univers. En combinant la distance lumineuse des ondes gravitationnelles avec le décalage vers le rouge de la galaxie hôte, nous obtenons une mesure directe du taux d'expansion de l'univers à cette distance. C'est une méthode complètement indépendante des méthodes traditionnelles basées sur les supernovas ou le fond diffus cosmologique. Et voici pourquoi c'est important. Il y a actuellement une tension dans la cosmologie. Différentes méthodes de mesure du taux d'expansion de l'univers, la constante de Hubble, donnent des résultats légèrement différents. Les mesures basées sur le fond diffus cosmologique, la lumière résiduelle du Big Bang, donnent une valeur. Les mesures basées sur les supernovas et d'autres chandelles standards donnent une valeur légèrement plus élevée. Cette différence est petite, seulement quelques pourcents, mais elle est statistiquement significative. Soit l'une des méthodes a un biais systématique que nous n'avons pas identifié, soit il y a quelque chose de fondamentalement nouveau dans la physique de l'univers. Les ondes gravitationnelles offrent une troisième voie, indépendante des deux autres. Elles ne dépendent pas de notre compréhension de la physique stellaire ou de la calibration des chandelles standards. Elles ne dépendent pas de notre modèle de l'univers primitif. Elles sont une mesure directe, géométrique, de la distance. Avec suffisamment de détection de fusion d'étoiles à neutrons avec contreparties optiques, nous pourrons mesurer la constante de Hubble avec une précision comparable aux autres méthodes. Et si notre mesure correspond à l'une des valeurs existantes, cela renforcera cette méthode. Si elle donne une troisième valeur différente, cela suggérera que quelque chose de vraiment nouveau se passe. Mais les ondes gravitationnelles peuvent faire plus que mesurer l'expansion de l'univers. Elles peuvent tester la gravité elle-même. La relativité générale prédit que les ondes gravitationnelles voyagent exactement à la vitesse de la lumière. Pas plus vite, pas plus lent. Exactement la même vitesse. Cette prédiction a été testée de manière spectaculaire lors de la fusion d'étoiles à neutrons de 2017. Les ondes gravitationnelles et les rayons gamma de l'événement sont arrivés sur Terre avec seulement quelques secondes de différence, après avoir voyagé pendant 130 millions d'années. Cela signifie que la vitesse des ondes gravitationnelles est égale à la vitesse de la lumière avec une précision d'une partie sur 10 puissance 15. Cette mesure a des implications profondes. Elle exclut de nombreuses théories alternatives de la gravité qui prédisaient que les ondes gravitationnelles devraient voyager à une vitesse différente de la lumière. Elle confirme un aspect fondamental de la relativité générale. Mais elle fait plus que cela. Elle nous dit quelque chose sur la nature de l'espace-temps lui-même. Si les ondes gravitationnelles et la lumière voyagent à la même vitesse, cela signifie qu'elles sont toutes deux des perturbations du même tissu sous-jacent. L'espace-temps n'a pas de structure cachée, qui affecterait différemment les ondes gravitationnelles et électromagnétiques. Ou du moins, si une telle structure existe, elle doit être incroyablement subtile. Mais les théoriciens ne renoncent pas facilement. Certaines théories de la gravité quantique
suggèrent que l'espace-temps pourrait avoir une structure granulaire à l'échelle de Planck, environ 10 puissance moins 35 mètres. À cette échelle inimaginablement petite, l'espace-temps ne serait plus lisse et continu, mais discret, quantifié, peut-être même fait de boucles ou de réseaux de relations causales. Si c'est vrai, les ondes gravitationnelles de très haute énergie pourraient être affectées par cette structure, voyageant légèrement plus lentement que la lumière. L'effet serait minuscule. Pour des ondes gravitationnelles des fréquences détectées par LIGO, la différence de vitesse serait bien en dessous de notre capacité de mesure actuelle. Mais pour des ondes gravitationnelles de fréquences beaucoup plus élevées, provenant peut-être de l'univers primitif ou d'événements extrêmement énergétiques, l'effet pourrait s'accumuler sur des distances cosmiques. Si nous pouvions détecter de telles ondes et mesurer leur vitesse avec une précision suffisante, nous pourrions sonder la structure quantique de l'espace-temps lui-même. Ce serait une fenêtre directe sur la gravité quantique, le saint graal de la physique théorique. Mais il y a un autre aspect des ondes gravitationnelles qui pourrait révéler une physique nouvelle: leur polarisation. Les ondes gravitationnelles, comme les ondes lumineuses, peuvent être polarisées de différentes manières. La relativité générale prédit 2 modes de polarisation, appelés plus et croix. Imaginez l'espace-temps oscillant dans 2 motifs perpendiculaires, l'un étirant et comprimant selon un axe, l'autre selon un axe tourné de 45 degrés. Ces 2 modes sont suffisants pour décrire toutes les ondes gravitationnelles prédites par Einstein. Mais certaines théories alternatives de la gravité prédisent des modes de polarisation supplémentaires, des modes scalaires, où l'espace se dilate et se contracte uniformément dans toutes les directions. Des modes vectoriels, où l'espace est cisaillé d'une manière plus complexe. Si ces modes existent, nous devrions pouvoir les détecter en comparant les signaux de plusieurs détecteurs avec des orientations différentes. Jusqu'à présent, toutes les observations sont cohérentes avec seulement les 2 modes prédits par la relativité générale. Mais la recherche continue. Chaque nouvelle détection est une opportunité de tester ces prédictions avec une précision croissante. Et puis, il y a la question de la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles dans différents milieux. Sur Terre, le son voyage à des vitesses différentes dans l'air, l'eau, le métal. La lumière ralentit quand elle traverse le verre ou l'eau. Mais les ondes gravitationnelles ? Elles traversent tout sans être affectées. Elles passent à travers les planètes, les étoiles, les galaxies entières, comme si elles n'étaient pas là. C'est parce que les ondes gravitationnelles ne sont pas des perturbations dans la matière. Elles sont des perturbations de l'espace-temps lui-même. La matière flotte dans l'espace-temps, mais elle ne le constitue pas. Cette propriété rend les ondes gravitationnelles incroyablement précieuses pour sonder des régions de l'univers qui sont opaques à la lumière. Le cœur d'une supernova, par exemple. Quand une étoile massive s'effondre, son cœur devient si dense que même les neutrinos, qui interagissent à peine avec la matière, ont du mal à s'échapper. La lumière est complètement piégée. Mais les ondes gravitationnelles s'échappent librement, portant des informations directes sur ce qui se passe dans le cœur de l'étoile en effondrement. Si nous pouvions détecter ces ondes, nous verrions littéralement à l'intérieur d'une supernova, observant la formation d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir en temps réel. De même, les premiers instants après le Big Bang sont invisibles à la lumière. L'univers était si chaud et dense que les photons étaient constamment absorbés et réémis, incapables de voyager librement. Ce n'est que 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les atomes neutres se forment, que la lumière a pu voyager librement. C'est cette lumière que nous voyons aujourd'hui, comme le fond diffus cosmologique. Mais les ondes gravitationnelles auraient pu s'échapper beaucoup plus tôt, peut-être une fraction de seconde après le Big Bang. Elles porteraient des informations sur l'univers à des époques que nous ne pouvons pas observer autrement. Détecter ce fond d'onde gravitationnel primordial est l'un des objectifs les plus ambitieux de la cosmologie moderne. Cela nécessiterait des détecteurs incroyablement sensibles, capables de mesurer des signaux extrêmement faibles sur un large éventail de fréquences. LISA pourrait détecter certaines composantes de ce fond. Des détecteurs terrestres de 3e génération, comme le Einstein Telescope, pourraient en détecter d'autres. Et des expériences mesurant la polarisation du fond diffus cosmologique
cherchent des signatures indirectes de ces ondes gravitationnelles primordiales, imprimées dans la lumière résiduelle du Big Bang. Si nous réussissons, ce sera l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la science. Nous verrions directement l'univers tel qu'il était dans ses premiers instants, testant nos théories de l'inflation cosmique, de la gravité quantique, de l'origine même de l'espace et du temps. Nous pourrions répondre à des questions qui semblaient autrefois purement philosophiques. Qu'y avait-il avant le Big Bang ? Comment l'univers a-t-il commencé ? Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien ? Les ondes gravitationnelles primordiales pourraient porter les réponses. Mais même sans détecter le fond primordial, les ondes gravitationnelles transforment déjà notre compréhension de la cosmologie. Elles nous donnent une nouvelle façon de mesurer les distances cosmiques, de tester la gravité, de cartographier la distribution de la matière dans l'univers. Elles nous permettent d'observer des événements et des régions qui sont invisibles à la lumière. Elles ouvrent une fenêtre sur l'univers violent, dynamique, énergétique que nous ne pouvions qu'imaginer auparavant. Et chaque nouvelle détection affine notre compréhension, révèle de nouvelles surprises, soulève de nouvelles questions. Prenez par exemple la question de la formation des trous noirs. Avant les ondes gravitationnelles, nous pensions comprendre comment les trous noirs se formaient. Les étoiles massives, plus de 20 fois la masse du Soleil, épuisent leur carburant nucléaire et s'effondrent. Si le cœur est suffisamment massif, l'effondrement ne s'arrête pas au stade d'étoile à neutrons. Il continue jusqu'à former un trou noir. Simple, non ? Mais les observations de LIGO ont révélé des trous noirs beaucoup plus massifs que ce que nous attendions de ce processus. Des trous noirs de 50, 60, même 90 masses solaires. Comment se forment de tels monstres ? Il y a plusieurs possibilités. Peut-être que dans certains environnements, comme les amas d'étoiles denses, les trous noirs peuvent fusionner plusieurs fois, grandissant à chaque fusion. Un trou noir de 30 masses solaires fusionne avec un autre de 30 masses solaires, créant un trou noir de 60 masses solaires. Celui-ci fusionne avec un autre, créant un trou noir de 90 masses solaires. Et ainsi de suite. Ces fusions hiérarchiques pourraient expliquer les trous noirs les plus massifs que nous observons. Ou peut-être que les étoiles dans l'univers primitif, quand la métallicité était beaucoup plus faible, pouvaient devenir beaucoup plus massives avant de s'effondrer. Les éléments lourds dans les étoiles créent une pression de radiation qui limite leur masse. Mais dans l'univers primitif, avec peu d'éléments lourds, les étoiles pouvaient peut-être atteindre des centaines de masses solaires. Quand ces géants s'effondraient, ils créaient directement des trous noirs très massifs. Cette hypothèse est soutenue par certaines observations, mais elle reste controversée. Ou peut-être y a-t-il un mécanisme complètement différent que nous n'avons pas encore imaginé. C'est la beauté de la science. Chaque réponse soulève de nouvelles questions. Chaque découverte révèle notre ignorance autant qu'elle révèle notre connaissance. Les ondes gravitationnelles nous ont montré que l'univers est plein de trous noirs massifs fusionnant régulièrement. Maintenant, nous devons comprendre comment ils sont arrivés là. Et cette quête nous pousse à repenser nos modèles de l'évolution stellaire, de la dynamique des amas d'étoiles, de l'histoire de la formation des éléments dans l'univers. Il y a aussi la question fascinante des spins des trous noirs. Quand un trou noir se forme, il peut tourner sur lui-même, comme une toupie cosmique. La vitesse de rotation est caractérisée par un paramètre appelé spin, qui va de 0 pour un trou noir non rotatif à 1 pour un trou noir tournant à la vitesse maximale permise par la physique. Les observations de LIGO ont révélé que certains trous noirs ont des spins élevés, d'autres des spins faibles. Cette distribution nous dit quelque chose sur leur histoire de formation. Un trou noir formé par l'effondrement d'une étoile en rotation rapide devrait hériter d'une partie de ce moment angulaire, résultant en un spin élevé. Mais si le trou noir s'est formé par l'effondrement d'une étoile en rotation lente, ou si son spin a été réduit par des interactions avec son environnement, il pourrait avoir un spin faible. De plus, quand deux trous noirs fusionnent, le spin du trou noir résultant dépend des spins et des orientations des trous noirs initiaux. En étudiant la distribution des spins dans la population de trous noirs détectés, nous pouvons reconstruire leur histoire évolutive. Et puis, il y a l'alignement des spins. Quand deux trous noirs orbitent l'un autour de l'autre, leurs spins peuvent être alignés avec le plan orbital, ou ils peuvent être désalignés, pointant dans des directions aléatoires.
L'alignement nous dit quelque chose sur la façon dont le système binaire s'est formé. Si les deux trous noirs se sont formés ensemble à partir d'un système binaire d'étoiles, leur spin devrait être relativement aligné. Mais si les trous noirs se sont capturés gravitationnellement dans un amas dense, leur spin pourrait être complètement désaligné. Les observations suggèrent un mélange des deux scénarios, indiquant que les trous noirs binaires se forment par plusieurs voies différentes. Chacune de ces observations est une pièce d'un puzzle cosmique géant. Individuellement, elles nous disent quelque chose de spécifique sur un système particulier. Mais collectivement, elles révèlent des motifs, des tendances, des structures dans la population de trous noirs. Elles nous permettent de tester nos théories de la formation et de l'évolution des étoiles massives, de la dynamique des amas stellaires, de l'histoire de la formation des galaxies. C'est l'astronomie de population, utilisant des statistiques sur des centaines ou des milliers d'objets pour comprendre les processus physiques sous-jacents. Et nous n'en sommes qu'au début. Avec les détecteurs actuels, nous détectons environ une fusion par semaine. Avec les détecteurs de prochaine génération, nous en détecterons des centaines par jour. Avec LISA, nous ajouterons des milliers de fusions de trous noirs supermassifs. Le déluge de données sera immense. Mais c'est exactement ce dont nous avons besoin pour répondre aux grandes questions. Comment les trous noirs se forment-ils et évoluent-ils ? Comment les galaxies fusionnent-elles et grandissent-elles ? Quelle est la nature de la matière noire et de l'énergie noire ? Comment l'univers a-t-il commencé et comment finira-t-il ? Ces questions peuvent sembler abstraites, éloignées de notre vie quotidienne, mais elles touchent à quelque chose de profondément humain, le désir de comprendre, le besoin de savoir notre place dans le cosmos. Pendant des millénaires, nous avons regardé le ciel nocturne et nous nous sommes demandé « D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Sommes-nous seuls ?» Les ondes gravitationnelles ne répondent pas directement à ces questions, mais elles nous donnent de nouveaux outils pour les explorer. Elles nous montrent que l'univers est plus vaste, plus ancien, plus dynamique que nous n'imaginions. Et elles nous rappellent que nous faisons partie de cette histoire cosmique. Chaque atome dans votre corps a été forgé dans le cœur d'une étoile. Le carbone, l'oxygène, l'azote qui vous constituent ont été créés par fusion nucléaire dans des étoiles massives, puis dispersés dans l'espace quand ces étoiles ont explosé en supernovae. Les éléments plus lourds, l'or dans vos bijoux, l'iode dans votre thyroïde, ont été créés dans des collisions d'étoiles à neutrons, les mêmes événements qui produisent des ondes gravitationnelles détectables. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Et maintenant, nous pouvons entendre les échos des événements qui ont créé cette poussière. Cette connexion est plus qu'une métaphore poétique. C'est une réalité physique. Les ondes gravitationnelles qui vous traversent en ce moment portent l'histoire de l'univers. Elles ont été créées par des événements violents survenus il y a des millions ou des milliards d'années. Elles ont voyagé à travers l'espace en expansion, traversant des galaxies, des amas de galaxies, des vides cosmiques. Elles ont été légèrement déviées par la matière noire, légèrement étirées par l'énergie noire. Et maintenant, elles arrivent ici, ondulant à travers la Terre, à travers vous, portant leur message codé sur la nature de la réalité. En détectant ces ondes, en décodant leur message, nous ne faisons pas que satisfaire notre curiosité scientifique. Nous participons à quelque chose de plus grand. Nous sommes l'univers prenant conscience de lui-même, utilisant les lois de la physique pour comprendre les lois de la physique. Nous sommes des arrangements temporaires d'atomes, organisés de manière à pouvoir contempler l'origine de ces atomes. C'est extraordinaire quand vous y pensez. Des milliards d'années d'évolution cosmique, de la soupe primordiale du Big Bang aux étoiles, aux planètes, à la vie, à la conscience, à la science. Et maintenant, nous utilisons cette science pour regarder en arrière, pour comprendre d'où nous venons. Les ondes gravitationnelles sont un outil dans cette quête. Mais elles sont plus que cela. Elles sont une révélation. Elles nous montrent que l'espace-temps n'est pas un décor passif. C'est un acteur dynamique dans le drame cosmique. Il peut se courber, s'étirer, vibrer, porter de l'énergie et de l'information. Il est aussi réel que la matière et l'énergie qu'il contient. Peut-être plus réel, car sans espace-temps, il ne pourrait y avoir ni matière ni énergie. L'espace-temps est le tissu fondamental de l'existence. Et maintenant, nous pouvons le toucher, le mesurer, l'écouter chanter.
Înțeleg perfect la ce vă gândit în acest moment. Tout cela semble presque trop extraordinaire pour être vrai. Des ondes dans l'espace-temps. Des collisions de trous noirs survenus il y a plus d'1 milliard d'années. Des vibrations plus petites qu'un proton détectées par des lasers de 4 km. Cela ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Et je dois être honnête avec vous. Il y a une raison pour laquelle tant de gens, même des scientifiques respectés, ont douté pendant des décennies que nous pourrions un jour détecter ces ondes. La tâche semblait impossible. Les défis techniques étaient vertigineux. Et oui, il y a eu des fausses alertes, des erreurs, des moments où nous pensions avoir détecté quelque chose qui s'est révélé être du bruit. Mais voici ce qui rend la détection de 2015 différente. Ce n'était pas une observation isolée. Ce n'était pas une anomalie statistique que nous avons interprétée généreusement. C'était un signal si clair, si parfait, correspondant si exactement aux prédictions théoriques, détecté simultanément par 2 instruments séparés par 3000 km, que le nier aurait nécessité une conspiration de la nature elle-même. Et depuis, nous n'avons pas détecté une seule onde gravitationnelle. Nous en avons détecté plus de 90, chacune confirmant les prédictions d'Einstein, chacune révélant de nouveaux détails sur l'univers. Mais reconnaissons aussi ce que nous ne savons pas, parce que c'est là que réside la vraie science. Pas dans les certitudes proclamées avec arrogance, mais dans l'honnêteté sur les limites de notre connaissance. Nous ne savons pas ce qu'est la matière noire. Nous avons éliminé certaines possibilités, mais le mystère demeure. Nous ne savons pas ce qu'est l'énergie noire. Nous pouvons la mesurer, voir ses effets, mais sa nature fondamentale nous échappe. Nous ne savons pas comment réconcilier la relativité générale avec la mécanique quantique. Ces 2 théories, les piliers de la physique moderne, sont mathématiquement incompatibles dans certains régimes extrêmes. Et voici quelque chose de plus troublant encore. Nous ne savons pas si l'espace-temps est vraiment fondamental. Peut-être que ce tissu que nous mesurons si précisément, que nous voyons vibrer avec nos détecteurs, n'est qu'une approximation, une description émergente de quelque chose de plus profond. Certains théoriciens suggèrent que l'espace et le temps pourraient ne pas exister au niveau le plus fondamental de la réalité, qu'ils pourraient émerger de relations quantiques plus abstraites, comme la température émerge du mouvement moléculaire. Si c'est vrai, alors les ondes gravitationnelles que nous détectons sont des ondulations dans une structure émergente, pas dans la réalité ultime. Cette idée est vertigineuse. Elle suggère que tout ce que nous mesurons, aussi précisément que nous le mesurions, pourrait être une approximation d'une réalité plus profonde que nous ne comprenons pas encore. Mais c'est exactement ainsi que la science a toujours progressé. Newton pensait que l'espace et le temps étaient absolus, immuables. Einstein a montré qu'ils sont relatifs, dynamiques, entrelacés. Maintenant, nous découvrons peut-être qu'ils ne sont même pas fondamentaux. Chaque révolution scientifique révèle que la réalité est plus étrange, plus subtile, plus profonde que nous ne le pensions. Alors permettez-moi de vous emmener dans un voyage encore plus profond. Parce que les ondes gravitationnelles ne nous révèlent pas seulement des faits sur l'univers. Elles nous forcent à repenser la nature même de la réalité, de la mesure, de la connaissance. Commençons par une question apparemment simple. Qu'est-ce qu'une mesure? Quand LIGO détecte une onde gravitationnelle, que mesure-t-il exactement? La réponse évidente est un changement de longueur. L'espace entre les miroirs devient légèrement plus long ou plus court. Mais creusons plus profondément. Les miroirs eux-mêmes sont faits d'atomes. Ces atomes sont maintenus ensemble par des forces électromagnétiques. Quand l'espace s'étire, les atomes s'étirent-ils aussi? Non. Les forces électromagnétiques qui lient les atomes sont beaucoup plus fortes que l'effet de l'onde gravitationnelle. Les atomes restent de la même taille. C'est l'espace entre les atomes qui change. Mais attendez, si l'espace entre tous les atomes change de la même manière, comment pouvons-nous mesurer ce changement? Ne serions-nous pas étirés de la même manière que notre règle? Voici le point subtil. Les ondes gravitationnelles ont une fréquence. Elles oscillent. Elles étirent l'espace dans une direction, puis le compriment, puis l'étirent à nouveau, des centaines de fois par seconde. Les forces qui maintiennent les atomes ensemble ne peuvent pas répondre instantanément à ces oscillations.
il y a une inertie. Donc, pendant que l'espace oscille, les atomes restent relativement immobiles. C'est cette différence entre le mouvement de l'espace et l'immobilité relative des atomes que nous mesurons. Nous ne mesurons pas l'espace directement. Nous mesurons le décalage entre l'espace et la matière. Cette distinction peut sembler technique, mais elle touche à quelque chose de profond. Toute mesure est relative. Nous ne pouvons jamais mesurer l'espace lui-même, seulement les relations entre les objets dans l'espace. Nous ne pouvons jamais mesurer le temps lui-même, seulement les intervalles entre les événements. La physique est fondamentalement relationnelle. Elle décrit comment les choses se rapportent les unes aux autres, pas ce qu'elles sont en elles-mêmes. Cette idée, au cœur de la relativité générale, devient encore plus évidente quand nous essayons de détecter des ondes gravitationnelles. Et cela soulève une question philosophique fascinante. Si toute mesure est relative, si nous ne pouvons jamais accéder à la réalité quad 5, mais seulement aux relations entre les choses, que signifie vraiment quad 6 l'univers ? Nous construisons des modèles mathématiques qui décrivent ces relations avec une précision extraordinaire. La relativité générale prédit le signal d'onde gravitationnelle d'une fusion de trous noirs avec une exactitude stupéfiante. Mais ce modèle décrit-il la réalité, ou décrit-il simplement nos observations de la réalité ? Certains philosophes et physiciens diraient que cette distinction n'a pas de sens. Si un modèle prédit parfaitement toutes les observations possibles, alors il est la réalité, au moins dans tout sens pratique. D'autres diraient que non, qu'il doit y avoir une réalité sous-jacente que nos modèles approximent, et que notre but est de nous rapprocher de plus en plus de cette réalité ultime. Ce débat n'est pas nouveau. Il remonte à Platon et Aristote. Mais les ondes gravitationnelles lui donnent une nouvelle urgence, une nouvelle concrétude. Parce que voici ce qui est extraordinaire. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles. Nous avons mesuré leurs propriétés. Nous avons confirmé les prédictions d'Einstein. Mais nous ne pouvons pas voir ces ondes. Nous ne pouvons pas les toucher. Nous ne pouvons pas les expérimenter directement avec nos sens. Tout ce que nous avons, ce sont des motifs d'interférence laser, des fluctuations dans des détecteurs incroyablement sensibles, des données numériques analysées par des algorithmes sophistiqués. Nous inférons l'existence des ondes gravitationnelles de ces données. Nous construisons un modèle qui explique les données. Et ce modèle est si cohérent, si prédictif, si élégant que nous disons « oui, les ondes gravitationnelles existent ». Mais remarquez le processus. Nous ne percevons pas directement la réalité. Nous construisons une représentation de la réalité basée sur des mesures indirectes. Cette représentation est médiatisée par des instruments, des théories, des mathématiques. Elle est une construction humaine, aussi objective et rigoureuse que nous puissions la rendre. Et pourtant, elle reste une construction. Cela ne signifie pas qu'elle est fausse ou arbitraire. Cela signifie que notre connaissance de l'univers est toujours partielle, toujours médiatisée, toujours sujette à révision. Pensez à l'histoire de la science. Pendant des siècles, nous pensions que l'univers était statique, éternel, immuable. Puis nous avons découvert qu'il s'étend. Nous pensions que la Voie lactée était tout l'univers. Puis nous avons découvert des milliards d'autres galaxies. Nous pensions que l'expansion ralentissait. Puis nous avons découvert qu'elle accélère. Chaque découverte a révolutionné notre compréhension. Et il n'y a aucune raison de penser que nous avons atteint la fin de ces révolutions. Les ondes gravitationnelles pourraient bien être le début de la prochaine. Imaginez ce que nous pourrions découvrir dans les décennies à venir. L'ISA pourrait détecter des signaux que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Des structures dans l'espace-temps que nos théories actuelles ne prédisent pas. Des sources d'ondes gravitationnelles d'une nature complètement nouvelle. Peut-être des défauts topologiques dans le tissu cosmique, des cordes cosmiques vibrant comme des instruments à cordes géants. Peut-être des signatures de dimensions spatiales supplémentaires, enroulées à des échelles microscopiques, mais révélées par leurs effets gravitationnels. Peut-être même des échos de l'intérieur des trous noirs, remettant en question notre compréhension des horizons des événements. Cette dernière possibilité est particulièrement intrigante. La relativité générale prédit que rien ne peut s'échapper d'un trou noir une fois qu'il a franchi l'horizon des événements. L'horizon est une frontière unidirectionnelle dans l'espace-temps. Mais la mécanique quantique suggère quelque chose de différent. Stephen Hawking
a montré que les trous noirs devraient émettre un rayonnement thermique, perdant lentement de la masse et finissant par s'évaporer. Ce rayonnement de Hawking crée un paradoxe. Si un trou noir s'évapore complètement, qu'arrive-t-il à l'information sur la matière qui est tombée dedans ? L'information peut-elle être détruite ? La mécanique quantique dit non. Ce paradoxe de l'information des trous noirs est l'un des problèmes les plus profonds de la physique théorique. Il suggère que notre compréhension des trous noirs est incomplète. Peut-être que l'horizon des événements n'est pas aussi absolu que nous le pensions. Peut-être qu'il y a une structure subtile à l'horizon, un firewall quantique ou une fuzzball de cordes, qui modifie légèrement les propriétés des ondes gravitationnelles émises lors d'une fusion. Si nous pouvions détecter ces modifications, ces échos subtils dans le signal d'ondes gravitationnelles, nous aurions une preuve directe d'une physique nouvelle au-delà de la relativité générale. Jusqu'à présent, nous n'avons détecté aucun écho. Les signaux correspondent parfaitement aux prédictions de la relativité générale classique. Mais nous cherchons. Chaque nouvelle détection est analysée pour des déviations subtiles, des anomalies, des indices d'une physique nouvelle. Et même si nous ne trouvons rien, cette absence de déviation est elle-même une découverte. Elle nous dit que la relativité générale fonctionne remarquablement bien, même dans les régimes les plus extrêmes que nous pouvons observer. Elle repousse les limites où une nouvelle physique doit entrer en jeu. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Plus nous testons la relativité générale, plus elle se confirme, plus le mystère s'approfondit. Parce que nous savons que la relativité générale ne peut pas être la théorie finale. Elle est incompatible avec la mécanique quantique. À l'échelle de Planck, environ 10 puissance moins 35 mètres, les fluctuations quantiques de l'espace-temps deviennent si intenses que la notion même d'une géométrie lisse s'effondre. À cette échelle, nous avons besoin d'une théorie de la gravité quantique. Mais nous ne l'avons pas. Nous avons des candidats, la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, d'autres approches. Mais aucune n'a été confirmée expérimentalement. Les ondes gravitationnelles pourraient changer cela. Si nous pouvions détecter des ondes gravitationnelles de fréquence suffisamment élevée, provenant de l'univers primitif ou d'événements extrêmement énergétiques, nous pourrions sonder directement le régime de la gravité quantique. Nous pourrions voir des signatures de la structure quantique de l'espace-temps. Ce serait comme regarder l'espace-temps au microscope, révélant sa texture ultime. Mais c'est incroyablement difficile. Les fréquences requises sont bien au-delà de ce que nos détecteurs actuels peuvent mesurer. Nous aurions besoin de technologies complètement nouvelles, peut-être basées sur des principes que nous ne comprenons pas encore. Et cela nous ramène à la question de ce que nous pouvons vraiment savoir. Il y a des limites fondamentales à notre connaissance, imposées non pas par nos instruments ou nos théories, mais par la nature de la réalité elle-même. Le principe d'incertitude de Heisenberg nous dit qu'il y a des paires de propriétés que nous ne pouvons jamais connaître simultanément avec une précision arbitraire. La vitesse de la lumière limite la rapidité avec laquelle l'information peut voyager, créant des horizons cosmiques au-delà desquels nous ne pouvons jamais voir. L'expansion accélérée de l'univers signifie que les galaxies lointaines s'éloignent de nous plus vite que la lumière, disparaissant à jamais au-delà de notre horizon observable. Ces limites ne sont pas techniques, elles sont fondamentales. Elles font partie de la structure de l'univers. Et elles signifient qu'il y aura toujours des questions que nous ne pouvons pas répondre, des régions de la réalité que nous ne pouvons pas explorer, des mystères qui resteront à jamais hors de portée. Cela peut sembler décourageant. Mais je trouve cela profondément libérateur. Cela signifie que l'univers conservera toujours son sens du mystère, son pouvoir de nous émerveiller, sa capacité à nous surprendre. Et les ondes gravitationnelles incarnent parfaitement cette tension entre connaissance et mystère. D'un côté, elles nous donnent un accès sans précédent à l'univers. Elles nous permettent d'observer des événements que nous ne pouvions qu'imaginer auparavant. Elles testent nos théories avec une précision extraordinaire. Elles révèlent la structure dynamique de l'espace-temps lui-même. D'un autre côté, chaque découverte soulève de nouvelles questions. Chaque réponse révèle de nouvelles profondeurs d'ignorance. Plus nous apprenons, plus nous réalisons combien nous ne savons pas. Prenez la question de l'origine de l'univers. Les ondes gravitationnelles primordiales, si nous pouvons les détecter, nous diraient comment l'univers a commencé.
Elle confirmerait ou réfuterait l'inflation cosmique. Elle révélerait la physique à l'œuvre dans les premiers instants. Mais elle ne répondrait pas à la question ultime. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi l'univers existe-t-il ? Pourquoi les lois de la physique sont-elles ce qu'elles sont ? Ces questions pourraient être au-delà de la portée de la science. Elles pourraient appartenir au domaine de la philosophie, de la métaphysique, peut-être même de la théologie. Ou peut-être pas. Peut-être qu'un jour, nous découvrirons que ces questions ont des réponses scientifiques. Peut-être que l'univers est l'un des innombrables univers dans un multivers, chacun avec ses propres lois de la physique. Peut-être que notre univers est une fluctuation quantique dans un vide éternel. Peut-être qu'il est une simulation informatique dans un univers plus grand. Ces idées peuvent sembler spéculatives, voire fantaisistes, mais elles sont prises au sérieux par certains physiciens et cosmologistes. Et qui sait, peut-être que les ondes gravitationnelles nous donneront des indices. Imaginez que nous détections un motif dans le fond d'onde gravitationnel primordial qui suggère une structure à plus grande échelle que notre univers observable. Ou que nous trouvions des anomalies dans les signaux qui ne peuvent être expliquées par aucune physique connue. Ou que nous découvrions des corrélations étranges suggérant que notre univers est connecté à d'autres univers d'une manière que nous ne comprenons pas. Ces découvertes seraient révolutionnaires. Elles changeraient fondamentalement notre compréhension de la réalité. Et elles seraient possibles grâce aux ondes gravitationnelles. Mais même sans de telles découvertes révolutionnaires, les ondes gravitationnelles ont déjà transformé notre relation avec l'univers. Elles nous ont donné un nouveau sens, une nouvelle façon de percevoir le cosmos. Pendant toute l'histoire de l'humanité, nous avons été limités à la vue. Nous regardions les étoiles, nous nous émerveillions de leur beauté, nous nous demandions ce qu'elles étaient. Maintenant, nous pouvons les entendre. Nous pouvons écouter la symphonie gravitationnelle de l'univers. Et cette symphonie nous raconte une histoire. C'est une histoire de violence et de beauté, de destruction et de création, de chaos et d'ordre. Chaque collision de trous noirs est un événement cataclysmique, libérant plus d'énergie en une fraction de seconde que toutes les étoiles de l'univers combinées. Mais c'est aussi un événement créatif. Il crée un nouveau trou noir, plus massif, plus complexe. Il envoie des ondes gravitationnelles à travers l'univers, portant de l'information, de l'énergie, de la structure. Il contribue à l'évolution cosmique, au processus par lequel l'univers devient plus riche, plus diversifié, plus intéressant avec le temps. Et nous, les êtres humains, sommes une partie de cette histoire. Nous sommes le résultat de 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique. Des fluctuations quantiques dans l'univers primitif aux premières étoiles, aux premières galaxies, aux éléments lourds créés dans les supernovae et les collisions d'étoiles à neutrons, à la formation de notre système solaire, à l'émergence de la vie sur Terre, à l'évolution de la conscience, à la naissance de la science. Chaque étape de ce processus était nécessaire pour que nous soyons ici, maintenant, écoutant les ondes gravitationnelles de l'univers. Et voici ce qui est vraiment extraordinaire. Nous ne sommes pas seulement des produits passifs de ce processus, nous sommes des participants actifs. En détectant les ondes gravitationnelles, en décodant leurs messages, en comprenant leur signification, nous changeons l'univers. Nous créons de la connaissance, de la compréhension, du sens. Nous transformons les vibrations aveugles de l'espace-temps en science, en art, en philosophie. Nous sommes l'univers devenant conscient de lui-même, se comprenant lui-même, se célébrant lui-même. Cette idée peut sembler grandiose, voire arrogante. Qui sommes-nous ? Des créatures minuscules sur une planète minuscule, dans une galaxie ordinaire parmi des milliards, pour prétendre comprendre l'univers. Mais c'est précisément le point. Notre petitesse physique ne diminue pas notre signification. Au contraire, elle l'amplifie. Contre toute attente, malgré notre fragilité, notre brièveté, notre isolement cosmique, nous avons réussi à comprendre une partie de l'univers. Nous avons découvert les lois qui gouvernent les étoiles et les galaxies. Nous avons retracé l'histoire cosmique depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Nous avons détecté les vibrations de l'espace-temps lui-même. Et nous continuons. Chaque jour, de nouveaux détecteurs sont construits,
De nouvelles observations sont faites, de nouvelles théories sont proposées. La quête pour comprendre l'univers n'a pas de fin. Chaque réponse soulève de nouvelles questions. Chaque découverte ouvre de nouveaux horizons. Les ondes gravitationnelles ne sont qu'un chapitre dans cette histoire sans fin. Mais quel chapitre ? Elles nous ont montré que l'espace-temps est réel, dynamique, mesurable. Elles nous ont donné accès à des événements et des régions de l'univers que nous ne pouvions pas observer autrement. Elles ont confirmé les prédictions d'Einstein et ouvert la porte à de nouvelles physiques. Mais peut-être que leur contribution la plus profonde n'est pas scientifique, mais philosophique. Elles nous rappellent que la réalité est plus étrange que nous ne l'imaginons, que l'univers est plein de merveilles que nous commençons à peine à découvrir, que notre connaissance, aussi impressionnante qu'elle soit, est toujours partielle, toujours provisoire, toujours ouverte à révision. Et que c'est précisément cette ouverture, cette humilité intellectuelle, cette volonté d'être surpris qui rend la science si puissante et si belle. Alors quand vous pensez aux ondes gravitationnelles, ne pensez pas seulement aux détecteurs laser et aux trous noirs fusionnants. Pensez à ce qu'elles représentent. Une nouvelle façon de percevoir l'univers. Une nouvelle fenêtre sur la réalité. Une nouvelle étape dans le voyage sans fin de la découverte humaine. Et rappelez-vous que ce voyage n'est pas réservé aux scientifiques dans leur laboratoire. Il appartient à nous tous. Chaque fois que vous regardez le ciel nocturne et vous vous émerveillez. Chaque fois que vous vous posez une question sur la nature de la réalité. Chaque fois que vous cherchez à comprendre plutôt qu'à simplement accepter. Vous participez à ce voyage. Les ondes gravitationnelles nous traversent constamment, portant les échos de l'univers violent et magnifique dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons pas les sentir directement, mais nous pouvons les détecter, les mesurer, les comprendre. Et en faisant cela, nous nous connectons au cosmos d'une manière profonde et intime. Nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous en faisons partie. Nous sommes tissés dans le même tissu spatial qui vibre avec les chants des étoiles mourantes et des trous noirs fusionnants. Nous sommes, littéralement et métaphoriquement, faits de poussière d'étoiles. Et maintenant, nous pouvons entendre la musique des étoiles. Cette réalisation change tout. Elle transforme notre relation avec le cosmos de celle d'observateurs extérieurs à celle de participants intimes. Elle nous montre que nous ne sommes pas des accidents cosmiques sans signification, mais des expressions de l'univers lui-même, des façons dont le cosmos explore ses propres possibilités. Et elle nous donne une responsabilité. La responsabilité de continuer à explorer, à questionner, à chercher à comprendre. Pas seulement pour satisfaire notre curiosité, mais parce que c'est ce que nous sommes, c'est notre nature, c'est notre contribution à l'histoire cosmique. Les ondes gravitationnelles ont ouvert une nouvelle ère dans l'astronomie, mais elles ont aussi ouvert une nouvelle ère dans notre compréhension de nous-mêmes. Elles nous ont montré que nous sommes capables de choses extraordinaires, que nous pouvons mesurer l'inimaginablement petit, observer l'incroyablement lointain, comprendre le profondément mystérieux. Et si nous pouvons faire cela, qu'est-ce qui d'autre est possible ? Quelles autres merveilles nous attendent ? Quelles autres révolutions dans notre compréhension de la réalité sont à venir ? Nous ne savons pas. Et c'est magnifique. L'univers garde ses secrets, révélant juste assez pour nous garder fascinés, juste assez pour nous faire continuer à chercher. Les ondes gravitationnelles sont un cadeau de l'univers, un message codé dans les vibrations de l'espace-temps lui-même. Nous avons appris à lire ce message. Nous avons appris à écouter la symphonie cosmique. Et ce que nous entendons est à la fois humiliant et exaltant. Humiliant parce que cela nous montre notre petitesse dans le vaste cosmos. Exaltant parce que cela nous montre que même dans notre petitesse, nous pouvons comprendre, nous pouvons savoir, nous pouvons participer au grand mystère de l'existence. Voilà ce que sont vraiment les ondes gravitationnelles. Pas seulement un phénomène physique à étudier, mais une invitation à repenser notre place dans l'univers. Une invitation à embrasser le mystère, à célébrer la découverte, à continuer le voyage sans fin vers la compréhension. Et cette invitation est ouverte à tous. Vous n'avez pas besoin d'être un physicien pour l'accepter. Vous avez juste besoin de curiosité, d'émerveillement, et de la volonté de voir l'univers non pas comme un lieu étranger et hostile, mais comme notre maison cosmique, vibrante de possibilités, résonnante de beauté,
chantant une chanson que nous commençons enfin à entendre. Mais revenons maintenant à ce moment où tout a commencé. Le 14 septembre 2015, 9h51 du matin. Un signal traverse 2 détecteurs séparés par un continent. Un chirp. Un son bref, montant en fréquence. L'écho d'une collision survenue il y a 1,3 milliard d'années. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début ? Qu'en ce moment précis, pendant que vous écoutez ces mots, des ondes gravitationnelles vous traversent. Que vous êtes littéralement baigné dans les vibrations de l'espace-temps. Maintenant, après tout ce voyage, comprenez-vous ce que cela signifie vraiment ? Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité physique, mesurable. Mais c'est aussi quelque chose de plus profond. Parce que ces ondes qui vous traversent ne sont pas juste des perturbations dans un tissu abstrait. Elles sont des messagers. Elles portent des histoires. L'histoire de 2 trous noirs qui ont dansé ensemble pendant des millions d'années avant de fusionner dans un dernier instant de violence cosmique. L'histoire d'étoiles à neutrons entrant en collision, forgeant l'or et le platine dans un creuset nucléaire. L'histoire de l'univers lui-même, vibrant, évoluant, se transformant constamment. Et voici ce qui est extraordinaire. Ces histoires ne sont pas séparées de la vôtre. Vous êtes fait des mêmes éléments créés dans ces événements cosmiques. Le calcium dans vos os a été forgé dans le cœur d'une étoile mourante. Le fer dans votre sang vient d'une supernova. L'or dans vos bijoux, si vous en portez, a été créé dans une collision d'étoiles à neutrons. Exactement le type d'événement qui produit des ondes gravitationnelles détectables. Vous n'êtes pas un observateur extérieur de l'univers. Vous êtes une partie de son histoire. Vous êtes l'univers racontant son histoire à lui-même. Mais il y a quelque chose de plus troublant encore que je dois partager avec vous. Quelque chose que nous ne comprenons pas. Quelque chose qui devrait nous rendre humbles face à l'immensité de notre ignorance. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles. Nous avons confirmé les prédictions d'Einstein. Nous avons cartographié des populations de trous noirs. Nous avons mesuré l'expansion de l'univers. Nous avons testé la gravité dans ses manifestations les plus extrêmes. Et tout cela fonctionne. Les équations correspondent aux observations avec une précision stupéfiante. Mais nous ne savons toujours pas ce qu'est l'espace-temps. Nous pouvons le mesurer. Nous pouvons voir comment il se courbe, comment il vibre, comment il transporte de l'énergie. Nous avons des équations qui décrivent son comportement avec une exactitude extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Est-ce une substance fondamentale, le tissu ultime de la réalité ? Ou est-ce une propriété émergente de quelque chose de plus profond, comme la température émerge du mouvement moléculaire ? Nous ne savons pas. Et cette ignorance n'est pas un échec temporaire de notre science. C'est peut-être une limite fondamentale de ce que nous pouvons connaître. Pensez à cela. Nous vivons dans l'espace-temps. Nous sommes faits d'espace-temps. Toutes nos mesures, toutes nos observations, toutes nos pensées se déroulent dans l'espace-temps. Comment pourrions-nous jamais sortir de l'espace-temps pour le voir de l'extérieur, pour comprendre ce qu'il est vraiment ? C'est comme demander à un poisson de comprendre l'eau. Le poisson nage dans l'eau, respire l'eau, est entouré d'eau. Mais peut-il vraiment comprendre ce qu'est l'eau ? Peut-il concevoir un monde sans eau ? Nous sommes dans la même situation avec l'espace-temps. Nous pouvons mesurer ses propriétés, nous pouvons décrire son comportement. Mais comprendre sa nature ultime pourrait nécessiter une perspective que nous ne pouvons pas atteindre. Et peut-être que c'est bien ainsi. Peut-être que l'univers doit conserver certains mystères. Peut-être que la quête de compréhension est plus importante que la compréhension elle-même. Peut-être que c'est précisément parce que nous ne pouvons pas tout savoir que la science reste fascinante, que l'exploration reste significative, que l'émerveillement reste possible. Et il y a d'autres mystères, des mystères plus profonds encore. Nous savons que 85% de la matière dans l'univers est invisible. Nous l'appelons matière noire, mais ce nom est juste un aveu d'ignorance. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous savons que 68% du contenu énergétique de l'univers est quelque chose qui pousse l'espace à s'étendre de plus en plus vite. Nous l'appelons énergie noire, mais encore une fois, nous ne savons pas ce que c'est. Additionnez ces chiffres. 85% plus 68%.
Cela signifie que 95% de l'univers est fait de choses que nous ne comprenons pas. 95%. Tout ce que nous voyons, toutes les étoiles, toutes les galaxies, toute la matière ordinaire dont nous sommes faits, ne représente que 5% de l'univers. Nous sommes une minorité cosmique. Nous vivons dans un univers dominé par des forces et des substances que nous ne pouvons ni voir ni comprendre. Et les ondes gravitationnelles, aussi révolutionnaires qu'elles soient, ne nous ont pas encore donné les réponses à ces mystères. Elles nous ont donné de nouveaux outils pour les explorer, elles ont éliminé certaines possibilités, mais les questions fondamentales demeurent. Peut-être que LISA nous donnera des réponses. Peut-être que les détecteurs de 3e génération révéleront des signatures de matière noire ou d'énergie noire dans les ondes gravitationnelles. Peut-être que nous détecterons le fond primordial et verrons directement l'univers tel qu'il était une fraction de seconde après sa naissance. Peut-être que nous découvrirons des anomalies, des déviations par rapport à la relativité générale, des indices d'une physique nouvelle. Ou peut-être pas. Peut-être que l'univers gardera ses secrets encore plus longtemps. Peut-être que les réponses nécessiteront des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Mais voici ce que je sais avec certitude. La quête continuera. Parce que c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des créatures qui posent des questions, qui cherchent à comprendre, qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder le ciel nocturne et de se demander « Qu'est-ce que tout cela ? D'où venons-nous ? Où allons-nous » Ces questions sont aussi vieilles que l'humanité elle-même. Mais maintenant, pour la première fois, nous avons les outils pour commencer à y répondre. Pas complètement, pas définitivement, mais suffisamment pour entrevoir la vérité. Et cette vérité est à la fois humiliante et exaltante. Humiliante parce qu'elle nous montre notre petitesse. Nous sommes des créatures minuscules sur une planète minuscule, dans une galaxie ordinaire parmi des milliards. Nous existons pendant un instant cosmique, un clin d'œil dans l'histoire de 13 800 millions d'années de l'univers. Tout ce que nous construisons, tout ce que nous créons, tout ce que nous pensons important, sera un jour oublié, effacé par le temps et l'entropie. Dans quelques milliards d'années, notre Soleil deviendra une géante rouge et engloutira la Terre. Dans des billions d'années, les étoiles cesseront de se former. Dans des temps encore plus longs, les trous noirs eux-mêmes s'évaporeront par rayonnement de Hawking. L'univers deviendra froid, sombre, vide. Mais voici ce qui est exaltant. Malgré notre petitesse, malgré notre brièveté, malgré l'inévitabilité de notre disparition, nous avons réussi à comprendre une partie de l'univers. Nous avons découvert que l'espace-temps peut vibrer. Nous avons entendu l'écho de collisions survenues il y a plus d'1 milliard d'années. Nous avons tracé l'histoire cosmique depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Nous avons compris les lois qui gouvernent les étoiles et les galaxies. Nous avons fait tout cela avec nos cerveaux, des arrangements de neurones qui ont évolué pour nous aider à trouver de la nourriture et éviter les prédateurs, mais qui se sont révélés capables de comprendre l'univers lui-même. C'est extraordinaire, c'est miraculeux. C'est la preuve que l'univers n'est pas absurde, qu'il n'est pas chaotique, qu'il n'est pas incompréhensible. Il a une structure, il suit des lois. Et ces lois sont accessibles à l'esprit humain. Nous ne sommes pas des étrangers dans un cosmos hostile. Nous sommes chez nous. Nous sommes faits des mêmes atomes que les étoiles. Nous suivons les mêmes lois physiques. Nous sommes l'univers prenant conscience de lui-même, se comprenant lui-même, se célébrant lui-même. Et les ondes gravitationnelles sont une partie de cette célébration. Elles nous rappellent que l'univers est plus riche, plus étrange, plus beau que nous ne l'imaginions, qu'il y a toujours plus à découvrir, toujours plus à comprendre, toujours plus à s'émerveiller. Elles nous montrent que la science n'est pas juste une collection de faits et de formules. C'est une aventure, c'est une exploration. C'est une conversation avec l'univers, où nous posons des questions et l'univers répond, parfois de manière que nous n'attendions pas, parfois avec des réponses qui soulèvent encore plus de questions. Alors permettez-moi de vous poser une dernière question. Une question qui n'a pas de réponse définitive, mais qui vaut la peine d'être contemplée. Quand vous fermez les yeux la nuit, quand vous êtes allongé dans le silence et l'obscurité, que ressentez-vous ? Ressentez-vous la rotation de la Terre sous vous, tournant à 1600 km/h à l'équateur ? Ressentez-vous le mouvement de la Terre autour du Soleil, à 107 000 km/h ?
Ressentez-vous le mouvement du système solaire autour du centre de la Voie lactée, à 828 000 km/h. Ressentez-vous le mouvement de la Voie lactée elle-même à travers l'espace intergalactique? Non. Vous ne ressentez rien de tout cela. Vous vous sentez immobile, en paix. Mais vous n'êtes pas immobile. Vous êtes en mouvement constant, vertigineux, à travers un univers dynamique. Et en ce moment même, pendant que vous êtes allongé là, des ondes gravitationnelles vous traversent. Des ondulations dans l'espace-temps créées par des événements cosmiques d'une violence inimaginable. Des trous noirs fusionnant, des étoiles à neutrons entrant en collision, des supernovae explosant. Tous ces événements envoient leurs échos à travers l'univers, et ces échos vous traversent, vous étirant et vous comprimant d'une fraction infinitésimale, trop petite pour être ressentie, mais réelle néanmoins. Vous êtes connecté à l'univers d'une manière que vous ne pouvez pas percevoir directement, mais que la science a révélée. Vous n'êtes pas séparé du cosmos, vous en faites partie. Chaque atome de votre corps a une histoire cosmique. Chaque respiration que vous prenez contient des atomes qui ont été dans d'autres êtres vivants, dans les océans, dans l'atmosphère, peut-être même dans les étoiles. Vous êtes un arrangement temporaire de matière et d'énergie, une configuration qui existe pendant quelques décennies avant de se dissoudre et de se reformer en autre chose. Mais pendant que vous existez, vous avez la capacité extraordinaire de comprendre, de savoir, de vous émerveiller. Et c'est peut-être la leçon la plus profonde des ondes gravitationnelles. Pas qu'elles existent, pas que nous pouvons les détecter, pas même ce qu'elles nous révèlent sur l'univers, mais ce qu'elles nous révèlent sur nous-mêmes, que nous sommes capables de choses extraordinaires, que nous pouvons mesurer l'inimaginablement petit, que nous pouvons observer l'incroyablement lointain, que nous pouvons comprendre le profondément mystérieux, que nous pouvons, contre toute attente, entendre l'univers chanter. Mais nous devons aussi accepter ce que nous ne savons pas, ce que nous ne pouvons peut-être jamais savoir, la nature ultime de l'espace-temps, l'origine de l'univers, la raison pour laquelle il existe quelque chose plutôt que rien. Ces questions pourraient être au-delà de la portée de la science. Elles pourraient nécessiter une physique que nous n'avons pas encore découverte, des concepts que nous ne pouvons pas encore imaginer, des perspectives que nous ne pouvons pas atteindre depuis notre position à l'intérieur de l'univers. Et peut-être que c'est bien ainsi. Peut-être que l'univers doit conserver certains mystères. Peut-être que la frontière entre le connu et l'inconnu est précisément l'endroit où la science est la plus vivante, la plus excitante, la plus significative. Peut-être que c'est dans cette zone d'incertitude, où nous savons juste assez pour poser les bonnes questions, mais pas assez pour avoir toutes les réponses, que nous trouvons notre véritable humanité, notre curiosité, notre créativité, notre capacité à nous émerveiller. Les ondes gravitationnelles nous ont donné un nouveau sens. Nous pouvons maintenant entendre l'univers. Mais elles nous ont aussi rappelé que l'univers est plus vaste que nos sens, plus profond que nos théories, plus mystérieux que nos imaginations. Elles nous ont montré que chaque réponse soulève de nouvelles questions, que chaque découverte révèle de nouvelles profondeurs d'ignorance, que le voyage de la compréhension n'a pas de fin, seulement des horizons qui reculent constamment. Et c'est magnifique, parce que cela signifie qu'il y aura toujours plus à explorer, toujours plus à découvrir, toujours plus à comprendre. Les générations futures détecteront des ondes gravitationnelles que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Elles construiront des détecteurs que nous ne pouvons pas concevoir. Elles poseront des questions que nous n'avons pas encore pensé à poser. Et elles trouveront des réponses qui transformeront notre compréhension de la réalité aussi profondément que les ondes gravitationnelles ont transformé la nôtre. Mais pour l'instant, en ce moment, nous pouvons célébrer ce que nous avons accompli. Le 14 septembre 2015, nous avons entendu l'espace-temps vibrer pour la première fois. Nous avons capturé l'écho d'une collision survenue il y a 1,3 milliard d'années. Nous avons confirmé une prédiction vieille d'un siècle. Nous avons ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers. Et nous avons prouvé, une fois de plus, que l'esprit humain est capable de choses extraordinaires. Alors la prochaine fois que vous regardez le ciel nocturne, rappelez-vous ceci.
Vous ne voyez pas seulement la lumière des étoiles. Vous êtes aussi traversé par leur champ gravitationnel. Des ondes invisibles, inaudibles, imperceptibles à vos sens, mais réelles néanmoins. Des messagers cosmiques, portant des histoires de violence et de beauté, de destruction et de création, de chaos et d'ordre. Et vous, simplement en existant, en étant conscient, en vous émerveillant, vous participez à cette histoire cosmique. Vous êtes fait de poussière d'étoiles. Vous êtes l'univers prenant conscience de lui-même. Vous êtes un arrangement temporaire de matière et d'énergie qui a la capacité extraordinaire de comprendre d'où il vient. Et maintenant, grâce aux ondes gravitationnelles, vous pouvez entendre la musique des étoiles. Vous pouvez écouter la symphonie cosmique. Vous pouvez participer au grand mystère de l'existence. Peut-être que les questions sont plus importantes que les réponses. Peut-être que le voyage est plus significatif que la destination. Peut-être que c'est précisément parce que nous ne pouvons pas tout savoir que la vie reste fascinante, que la science reste excitante, que l'univers reste merveilleux. Les ondes gravitationnelles nous ont montré que nous pouvons entendre l'univers. Mais elles nous ont aussi rappelé que l'univers a encore beaucoup de choses à nous dire. Des histoires que nous n'avons pas encore entendues. Des secrets que nous n'avons pas encore découverts. Des mystères que nous n'avons pas encore résolus. Et c'est parfait. Parce que cela signifie que l'aventure continue. Que la quête n'est pas terminée. Que l'émerveillement n'est pas épuisé. Nous avons entendu l'espace-temps vibrer. Nous avons écouté l'écho de collisions cosmiques. Nous avons ouvert nos oreilles à la symphonie gravitationnelle de l'univers. Et ce que nous avons entendu nous a changé. Pas seulement notre science, mais notre compréhension de nous-mêmes, de notre place dans le cosmos, de ce que signifie être humain dans un univers qui vibre, qui résonne, qui chante. Alors écoutez, pas avec vos oreilles, mais avec votre imagination, pas avec vos sens, mais avec votre esprit. Écoutez les ondes gravitationnelles qui vous traversent en ce moment même. Écoutez les histoires qu'elles portent. Écoutez la musique de l'univers. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas un spectateur passif de cette symphonie cosmique. Vous en êtes une partie. Vous êtes une note dans la mélodie. Vous êtes un battement dans le rythme. Vous êtes l'univers chantant sa propre chanson. Et cette chanson n'a pas de fin. Elle continue, évoluant, se transformant, créant de nouvelles harmonies, de nouvelles mélodies, de nouvelles possibilités. Les ondes gravitationnelles sont juste une partie de cette chanson. Mais quelle partie extraordinaire! Elles nous ont montré que l'univers est plus étrange, plus beau, plus merveilleux que nous ne l'imaginions. Et elles nous ont invités à continuer à écouter, à continuer à explorer, à continuer à nous émerveiller. Parce qu'au final, c'est peut-être cela le sens de tout. Pas de trouver toutes les réponses, pas de résoudre tous les mystères, mais de participer à la grande aventure de la découverte, de poser des questions, de chercher à comprendre, de s'émerveiller devant la beauté et la complexité de l'univers, et de se rappeler que nous sommes une partie de cet univers, connectés à lui d'une manière profonde et intime, tissés dans le même tissu spatial qui vibre avec les échos de milliards d'années d'histoire cosmique. Nous avons entendu l'espace-temps vibrer. Et dans ce son, nous avons entendu quelque chose de profond. Pas seulement l'écho de trous noirs fusionnants, mais l'écho de notre propre existence. La preuve que nous sommes ici, maintenant, capables de comprendre, capables de savoir, capables de nous émerveiller. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que c'est tout ce que nous pouvons demander. Être présent dans ce moment cosmique. Être conscient de notre connexion à l'univers. Être capable d'entendre sa chanson. L'univers vibre.